Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des façons dont les armées changent, des manières dont ça marche et ce qu'on analyse plus rarement mais qui est tout aussi intéressant, des manières dont souvent ça ne marche pas aussi. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Schmitt, que j'ose à peine présenter à ce stade, puisque vous êtes venu, je crois, dans tous les formats ou presque du podcast, et la dernière fois en date pour le dernier numéro du Casque et la Plume, le format de débat du collimateur, professeur donc au Center for War Studies de l'Université du Sud-Danemark, auteur surtout d'un ouvrage récemment paru aux presses universitaires de France et intitulé « Préparer la guerre, stratégie, innovation et puissance militaire à l'époque contemporaine ». Donc bonjour Olivier, bienvenue à nouveau. Bonjour Alexandre Jublin. Alors, je vais commencer par dire que je trouve que c'est une somme parfaitement majeure, notamment du fait qu'elle est en français, sur un thème qui est hyper labouré dans la littérature scientifique anglo-saxonne, qui est celui de l'innovation. Alors, c'est travaillé un peu en français aussi, mais plus sous l'angle de l'innovation technologique ou dans la littérature du management. On a des livres là-dessus. Alors que, ça reste plus sobre, enfin plus modeste en français, alors que c'est un continent entier dans les productions en anglais, y compris les productions scientifiques qui traitent de l'innovation proprement militaire, et qui sont au contraire extrêmement rares en français. On peut citer à ce titre le livre il y a quelques années de Michel Goya, S'adapter pour vaincre, qui en parlait pour la Première Guerre mondiale, qui a fait un peu figure, ce n'est pas précurseur, mais en tout cas qui a été un jalon majeur dans ce champ ces dernières années. Mais sinon, la bibliographie est quand même extrêmement mince sur le sujet, ce que ce livre vient donc combler. Mais donc, j'aurais aimé justement commencer par là, par le fait que même si on a des cadres conceptuels qui sont applicables, tout à fait, qui viennent d'autres secteurs, que ce soit par exemple l'histoire des sciences et des techniques, qui a connu des grands renouvellements, ou la sociologie des organisations, il y a quand même une très grosse spécificité militaire quand on étudie le changement de ces organisations qui sont hyper complexes, que sont les armées, qui est que ce sont des évolutions qui sont visibles, mais qui se jugent, notamment, c'est l'un des critères très spécifiques, c'est qu'elles se jugent à l'aune d'un phénomène qui en fait ne se produit quasiment jamais, qui est la guerre majeure. Et ça différencie quand même radicalement les armées qui se préparent à cette guerre majeure qui n'arrive donc jamais, ou presque, des autres organisations, notamment les entreprises, qui elles ont beaucoup plus de moyens à la fois de changer en permanence et surtout d'évaluer leurs changements au quotidien. Effectivement, c'est l'un des enjeux de la spécificité du changement dans les organisations militaires. C'est que les organisations militaires se préparent pour un événement que la plupart d'entre elles ne vont jamais connaître, qui est la guerre majeure. Comment est-ce qu'on définit une guerre majeure ? C'est une guerre dans laquelle toutes les grandes puissances du système international sont impliquées, avec un risque de disparition de l'une d'entre elles. C'est quelque chose que nous n'avons plus connu depuis 1945 en Europe. Aucune des armées de l'OTAN aujourd'hui n'a connu de guerre majeure depuis 1945. Et pour reprendre un peu... Ce serait éventuellement l'Ukraine de nos jours. Exactement. La seule armée européenne en réalité qui a connu ça, c'est l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait, les armées se préparent pour un haut du spectre des opérations qu'elles ne peuvent qu'imaginer en réalité, parce qu'elles ne vont réellement jamais le connaître. Pour reprendre un peu l'image de l'historien Michael Howard, il a ses parallèles, il dit « c'est un peu comme si on demandait à un chirurgien de s'entraîner toute sa vie sur un mannequin et de pratiquer une seule fois une opération à cœur ouvert dont le succès va déterminer la survie ou la disparition de son pays ». Donc ça pose un peu une spécificité des enjeux. Je la donnais parce que elle est très belle cette citation. Donc c'est comme si un chirurgien devait pratiquer toute sa vie sur des mannequins pour réaliser une seule vraie opération, ou si un avocat plaidait une ou deux fois dans un tribunal vers la fin de sa carrière, ou si un nageur professionnel devait passer sa vie à s'entraîner sur la terre ferme pour un championnat olympique dont les résultats déterminaient la survie de sa nation. Effectivement, c'est à peu près ça. Alors, par ailleurs, il y a aussi quelque chose on va rentrer dans les cultures militaires parce que c'est un pan entier du livre et c'est extrêmement central, mais il y a quand même un truc aussi très particulier aux armées, c'est que elles sont obsédées par le passé et par la tradition de manière complètement organique pour des raisons qui sont très bonnes, qui sont, on peut appeler ça culturel, mais à des fins de cohésion. Mais il y a quand même un rapport très obsessionnel à la tradition qui est régulièrement mythologisé. Donc on est dans cette dialectique permanente entre ok, les armées doivent changer pour se préparer à la guerre qui risque d'arriver pour ne pas disparaître, etc. Et les armées ont toutes les motivations à au contraire rester telles quelles parce qu'elles voient ça comme, disons, une des clés de leur identité. Exactement, et ça c'est le deuxième aspect de cette spécificité du changement, c'est ce paradoxe entre le besoin de cohésion et la dynamique de changement elle-même.
les forces armées ont un besoin littéralement existentiel en réalité de cohésion, parce que créer de la cohésion, c'est la garantie de l'efficacité militaire. Au combat, la cohésion, c'est ce qui va s'assurer que la section va continuer à se battre et pas s'éparpiller au premier coup de feu, que les officiers vont pouvoir donner leurs ordres et que l'état-major va continuer à fonctionner. Donc les armées, en fait, sont des organisations qui, fondamentalement, sont spécialisées dans la production forcée de cohésion de leurs troupes. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a différentes manières. Le premier, c'est la souffrance collective. On fait du sport ensemble, on fait des trucs qui font mal ensemble, parce que ça crée des liens entre les individus. On a un sergent-chef bien vicieux. Par exemple. Le deuxième aspect qui permet de créer de la cohésion, c'est les disciplines. Quand on dit que la discipline, c'est la force des armées, ça vient de là en réalité. C'est que en créant des automatismes de comportement, ça permet de faciliter la compréhension mutuelle et donc la cohésion. Donc souffrance, discipline, et évidemment le troisième aspect, ce sont tous les rites et les traditions. Les armées sont des organisations qui sont fortement ritualisées. Quand on va faire le salut au drapeau le matin, quand on a les chants, quand on a les commémorations, tout ça, ce sont des rites, d'un point de vue anthropologique, qui permettent aux individus de s'identifier à un groupe. Et le but des armées, c'est qu'il y a un primat du collectif sur l'individu, et tout est fait pour faire primer ce collectif sur l'individu. Et encore une fois, il y a une rationalité derrière, c'est que c'est la garantie de l'efficacité militaire. Et de la capacité du sacrifice à provoquer le sacrifice chez le soldat, c'est l'idée qu'on peut sacrifier l'individu pour le collectif. Exactement, parce qu'en réalité, d'un point de vue purement individuel, il n'y a rien de rationnel à vouloir volontairement aller se battre. Donc il faut créer des motivations pour se battre. L'une de ces motivations, c'est en créant de la cohésion. Et évidemment, cette recherche systématique de la cohésion, elle crée une forme de résistance au changement de manière structurelle. Parce que tout ce qui peut remettre en cause cette cohésion, c'est potentiellement une atteinte à l'efficacité militaire. Et donc les armées doivent constamment naviguer entre, d'un côté, maintenir leur cohésion garantie de l'efficacité, mais en même temps changer pour s'adapter à un environnement stratégique qui est lui-même en évolution. Et la difficulté de cette ligne de crête, cette particularité, en fait, on la retrouve dans aucune autre organisation. Et enfin, dernière petite précision, mais là on entre déjà un peu dedans, même nous on tombe un peu dedans, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on parle de changement, on parle d'innovation, on parle d'évolution, etc. Et en fait là on en parle même nous, quoi, alors que pourtant j'ai lu le livre et vous l'avez écrit, mais de manière hyper positive, spontanément, instinctivement, c'est-à-dire toujours le changement c'est bien. Et ce qui fait que d'ailleurs on retient, du coup, je le disais un peu au début, que les bonnes innovations, on oublie complètement, y compris dans l'étude de ces phénomènes, celles qui y ont planté, quoi. Exactement. Et ça, c'était l'un des aspects qui m'a poussé, motivé en tout cas, à écrire ce livre. C'est que rien que le vocabulaire qu'on emploie pour parler du changement, en général, a un biais positif. Quand on parle d'innovation, ça a quelque chose de positif. On se dit, on innove, c'est bien, c'est forcément quelque chose de bien. Mais en réalité, il y a beaucoup d'exemples historiques de changements qui ont lieu et qui en fait diminue l'efficacité militaire. Et ce que j'ai essayé de faire, en tout cas dans l'ouvrage, c'est de qualifier le changement non pas en termes de est-ce que c'est bien ou mal, mais comment est-ce qu'il arrive et quel est le degré qui l'entraîne. Mais un même degré de changement, en fonction du contexte, peut être positif pour les armées ou négatif. Ouais. Alors justement, vous, l'une des étapes premières de l'ouvrage, c'est justement d'essayer de clarifier un peu ce flou conceptuel. Alors ça, c'est vraiment un ouvrage de sciences politiques, c'est à ça qu'on le reconnaît, c'est que vous faites des définitions, mais parce que vous avez en tout cas l'impression que dans le champ, il y a une sorte de flou lexical qui fait qu'on parle de certaines choses alors qu'on en entend d'autres. Et donc, vous vous attachez à faire des définitions sur notamment les différents processus et les différents degrés de l'innovation ou du changement militaire. Alors peut-être détaillez-nous ça, d'abord peut-être les degrés, puisque voilà, c'est l'idée que tous les changements ne sont pas égaux et il y a différents niveaux, il y a différents seuils dans le changement que je vais juste citer rapidement. Donc ajustement, adaptation, innovation et rupture.
Oui, exactement. C'était l'une des motivations de l'ouvrage, c'est que il me semble que dans la littérature, notamment entre historiens militaires et spécialistes de sciences sociales, en fait, on regarde tous le changement d'une manière ou d'une autre, mais on va utiliser soit le même terme pour qualifier des choses différentes, soit utiliser des mots différents pour qualifier le même phénomène. Et l'un des objectifs de l'ouvrage, c'est justement d'essayer de contribuer à ce dialogue interdisciplinaire en essayant de clarifier en fait qu'est-ce qu'on observe, comment on l'observe. Et j'essaie d'identifier 4 degrés de changement. Le tout premier, le basique, c'est ce que j'appelle l'ajustement. C'est-à-dire que l'unité va agir sur elle-même. Elle va agir sur ses propres pratiques. On essaye quelque chose, ça ne marche pas, on le modifie. Il n'y a pas forcément besoin de validation hiérarchique. Et en fait, ça, c'est le changement le plus courant. C'est clairement, vous ouvrez votre ordinateur, vous vous rendez compte que la manière dont le mot de passe est rentré ne fonctionne pas, vous modifiez la procédure et c'est plus facile. Voilà, on fait ça tout le temps. Toutes les organisations font ça tout le temps. Il n'y a pas forcément besoin d'en référer au général de brigade, mais voilà. On peut le faire, quoi. Voilà, on peut le faire. L'unité agit sur elle-même, sur ses propres pratiques, sans forcément de validation hiérarchique. Le deuxième niveau, c'est l'adaptation, où là, il y a une évolution des pratiques qui souvent implique une validation hiérarchique. Ça peut venir de l'unité elle-même ou de l'extérieur de l'unité, mais ça ne change pas le sens des pratiques de l'unité elle-même. Typiquement, des cas d'adaptation, pensez au déploiement de véhicules blindés anti-mines en Irak à partir de 2007-2008. Les Américains continuent le même type de mission, c'est-à-dire fondamentalement des missions de contre-insurrection, mais ils se rendent compte qu'il y a une menace particulière qui sont les explosifs improvisés. Ils changent le matériel pour continuer à faire la même mission, donc en fait améliorer leur efficacité, mais dans le même cadre on est dans une mission qu'on essaie de remplir, et ça aussi, ça arrive assez régulièrement. C'est assez logique en réalité, on a un problème, on essaie de s'améliorer. Ajustement et adaptation sont très clairement les cas les plus courants de changement. Le troisième degré, c'est l'innovation. Et alors là, je fais très attention parce que le terme est lui-même très chargé, y compris maintenant en France, tout devient innovation. Mais j'ai essayé de le définir comme un degré de changement qui est pensé en amont. Donc ça suppose une vision à l'origine, qui est accompagnée. Donc il y a un processus de mise en œuvre qui prend du temps, qui suppose une validation hiérarchique importante et surtout qui crée des gagnants et des perdants. S'il n'y a pas de gagnants et de perdants, il n'y a pas réellement d'innovation parce que le but de l'innovation, c'est fondamentalement de changer les pratiques elles-mêmes de l'organisation et éventuellement le sens de la mission. C'est-à-dire qu'on essaie de définir une autre manière de faire la guerre. Et évidemment, en le définissant comme ça réduit énormément le nombre d'innovations, j'allais dire, réelles qui ont lieu. Ce qu'on entend aujourd'hui en France qui est qualifié d'innovation, en réalité, dans ma classification, la plupart du temps, ce sont soit des ajustements, soit des adaptations. Et le dernier degré... Et donc ça, une innovation, c'est, par exemple, un des exemples que vous citez, c'est l'introduction du porte-avions. Par exemple, l'introduction du porte-avions qui change fondamentalement la mission des marines parce qu'il faut réorganiser tout un ensemble de choses, à la fois la création d'un groupe aéronaval, puisque le porte-avions ne se balade pas tout seul. Il faut réorganiser les filières de formation. Il faut maintenant trouver des pilotes. Il faut acquérir des avions qui permettent d'atterrir sur le porte-avions. Et aussi, le sens de la mission change, puisqu'on peut faire des choses avec un porte-avions qu'on ne faisait pas jusque-là. Ou l'introduction de l'arme nucléaire, par exemple. C'est typiquement une innovation qui a changé profondément le sens et la mission des forces armées françaises. Et donc on voit qu'il n'y en a pas des wagons quand même, des innovations, c'est quand même un processus qui est assez radical et qui n'est pas l'espèce de mot passe-partout qu'on utilise à chaque fois que quelqu'un invente un nouveau pneu, quoi. Même effectivement, parce que des nouvelles manières de faire la guerre ou des nouveaux sens de mission pour l'organisation, ils n'arrivent pas si souvent en réalité. Et je pense que c'est important de garder un degré, un seuil en tout cas élevé de qualification de l'innovation, parce que, encore une fois, c'est un terme qui a une forme de connotation positive et il y a une incitation assez forte à qualifier d'innovation tout ce qui est soit ajustement, soit adaptation. C'est pas parce que vous déployez une nouvelle radio qui vous permet d'avoir des communications un petit peu plus sécurisées ou d'envoyer des messages un petit peu plus loin que vous changez radicalement la manière de faire la guerre. C'est une amélioration, mais c'est clairement pas une innovation.
Et enfin, le dernier, c'est donc la rupture, qui donc ça, autant l'innovation c'est rare, autant la rupture ça arrive à peu près jamais. Ou en tout cas extrêmement rarement, parce que là, c'est le sens de la mission de l'organisation qui change complètement. Et en général, ça peut arriver par exemple après des défaites majeures. Pensons à la Reichswehr après la Première Guerre mondiale, dont la mission est limitée par le traité de Versailles, dont le volume est limité par le traité de Versailles, qui a besoin de complètement se réinventer. Pensons aux armées des États qui ont été récemment décolonisés, par exemple les forces armées indiennes qui étaient en réalité des supplétifs pendant très longtemps des forces armées britanniques. Le moment où l'Inde devient indépendante, leur mission change parce qu'elles deviennent des forces armées d'un État indépendant. Donc voilà, ça, ce sont des cas qui sont beaucoup plus rares et qui en fait sont liés en général à des changements profonds de la structure du système international ou des rapports de force internationaux. Et l'organisation a en réalité peu à voir avec la rupture. Ça lui est souvent imposé de l'extérieur, alors que l'organisation militaire souvent peut gérer l'ajustement, l'adaptation et l'innovation. Ça peut venir de l'organisation elle-même. Ouais, mais on y reviendra parce qu'à partir d'un certain stade, en fait, il faut toujours, ou peut-être pas, mais en tout cas, il est bien qu'il y ait une pression civile pour forcer les armées à évoluer. On en reparlera. Donc ça, c'est les 4 stades incrémentaux, comme on voit, et vous identifiez aussi 4 mécanismes différents qui parfois se mêlent, qui parfois se mélangent, etc., pour produire des résultats, mais quand même 4 différents types de mécanismes qui amènent au changement, donc contournement, apprentissage, diffusion et contrainte. Alors peut-être allons-y rapidement pour montrer en fait les différents mécanismes, quoi. Alors le contournement, c'est, j'allais dire, le mécanisme le plus rationnel. On identifie un problème, on essaie de le contourner, et donc du coup on change pour contourner le problème. Et j'allais dire, on s'attend en tout cas à ce que les armées fassent ça à un moment ou à un autre, que ce soit pour s'adapter face à un adversaire, que ce soit pour constamment remettre en cause leurs propres croyances pour identifier et contourner un problème. Le deuxième mécanisme de changement, donc la manière dont les armées changent, c'est ce que j'appelle l'apprentissage. Et l'apprentissage, en réalité, c'est 3 choses. C'est l'étude. Donc, on va essayer d'étudier ce qui s'est passé, soit dans l'organisation, soit des exemples historiques, soit des exemples étrangers, pour essayer d'en tirer des leçons. Il y a l'enseignement qui permet de diffuser au sein de l'organisation un certain nombre de manières de faire. Et il y a l'expérience, qui est un mécanisme de changement aussi. On capitalise sur ce qu'on a appris à travers notre expérience pour entraîner un changement dans l'organisation. L'expérience, d'ailleurs, qui est un mode de savoir qui est problématique en lui-même, mais je pense qu'on va y revenir. Le troisième mécanisme, c'est la diffusion. Et en fait, il y a 2 types de diffusion. Il y a les diffusions volontaires, c'est ce qu'on appelle le transfert. Donc par exemple, vous exportez des systèmes d'armes. En fait, le pays qui reçoit ces systèmes d'armes, qui est donc qui les reçoit, va changer, mais le mécanisme qui relie les deux, qui relie le changement, c'est la diffusion. Et il y a la diffusion involontaire, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va imiter ce que vous êtes en train de faire. Là, vous n'avez pas fait un transfert volontaire, mais quelqu'un vous copie parce qu'on considère que vous êtes un modèle. Donc ça, c'est le troisième mécanisme, c'est la diffusion de quelqu'un fait quelque chose et les autres font la même chose de différentes manières. Et le quatrième mécanisme, c'est la contrainte, c'est-à-dire qu'on force les forces armées à changer, et généralement, ça vient de l'extérieur. Ouais. Alors, on va pas avoir le temps de tout passer en revue, parce que c'est un livre qui fourmille d'exemples, qui sont tous passionnants et qui méritent tous d'être développés. Et d'ailleurs, vraiment, ça donne plein d'idées de lecture, parce que tous ces exemples sont sourcés. À chaque exemple, il y a un bouquin derrière qu'on a envie de lire du coup. Mais on va essayer d'en développer quand même quelques-uns en suivant le plan qui est un peu par échelle, qui commence par le plus large, parce qu'il vient des relations internationales, avant de resserrer un peu sur les relations entre le civilo-militaire, entre le politique et le militaire notamment, sur le matériel et la technologie, puis sur les dynamiques internes des armées, et enfin sur l'expérience du combat lui-même, qui sont autant en fait de contexte de théâtre du changement des armées. Et pour commencer par le plus large et par aussi, ce qui est peut-être le plus simple comme moteur du changement, c'est dans les relations internationales s'adapter à un ennemi ou à une menace potentielle ou avérée. Et ça, alors l'exemple que vous choisissez, qui est peut-être le plus simple, en tout cas le plus contemporain certainement, c'est la Chine qui, depuis 35 ans maintenant, s'entraîne, se prépare à faire face aux États-Unis et qui a complètement changé son modèle de force, son outil militaire,
face à l'hypothèse ou au risque perçu d'une intervention américaine en Asie. C'est ça le cadre dimensionnant pour les armées chinoises, notamment à la suite de la guerre du Golfe, dont on sait ou on ne sait pas, mais que ça a très durablement impressionné et frappé les milieux stratégiques chinois. Et depuis 35 ans, globalement, les Chinois s'adaptent et changent pour être capables de faire face à ce genre de menaces. Alors, effectivement, au niveau du système international, en quelque sorte, j'identifie en général 2 mécanismes qui sont les plus courants, qui sont le contournement et la diffusion. Et ce que vous mentionnez de l'évolution des forces armées chinoises, de l'armée populaire de libération, c'est un excellent exemple de contournement d'un adversaire qui est identifié, qui sont les États-Unis d'Amérique, et qui sont identifiés doctrinalement depuis un certain temps. Et en fait, on voit qu'il y a eu 3 grandes phases d'évolution des forces armées chinoises. Une première phase d'engourdissement, en quelque sorte, de l'adversaire, entre 1989 et 2008. 2008, crise économique mondiale, les stratèges chinois en tirent la conclusion que le système international a commencé un changement structurel dont ils peuvent bénéficier, et ils vont entre 2008 et 2016 vraiment aborder une phase de construction importante de leurs forces armées, et depuis 2016 on est dans une phase d'expansion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les systèmes d'armes et les concepts opérationnels qui sont développés durant ces 3 phases diffèrent et évoluent. Durant la phase d'engourdissement, on est clairement dans un modèle où il s'agit d'empêcher au maximum les Américains d'intervenir dans les pourtours chinois. Et on voit un développement très fort de la flotte sous-marine chinoise, des mines navales. La Chine devient a le plus grand arsenal de mines navales, et l'acquiert à ce moment-là pour empêcher les Américains de pouvoir éventuellement intervenir dans la zone. Et ils développent des missiles balistiques anti-navires. Le but étant évidemment d'essayer de repousser les groupes navals américains en cas de besoin. Durant la deuxième phase, donc de construction, on voit qu'ils développent des capacités de contrôle de l'espace maritime, avec notamment le développement d'une capacité aéronavale. Ils acquièrent un porte-avions russe qu'ils sinisent en quelque sorte, et développent un programme de construction de porte-avions. On peut rappeler, l'histoire est marrante, c'est l'ancien Variag, donc qui était... mais ils l'ont récupéré en faisant semblant, en disant qu'ils allaient en faire un casino flottant à Macao, et en fait, avec la chute de l'URSS, etc., il était en train de pourrir dans un chantier naval ukrainien, je crois, et évidemment, une fois qu'ils l'ont récupéré, c'est pas devenu un casino flottant, c'est devenu le premier porte-avions chinois. C'est ça, et qui a servi un petit peu de modèle pour essayer de développer d'autres porte-avions. Alors en fait, maintenant, ils sont en train de... Maintenant, ils sont passés au stade supérieur quand même, voilà. Ils sont aux catapultes électromagnétiques, etc. Voilà. Voilà, il y a de la marge par rapport à la carcasse soviétique. Exactement. Mais c'était là. Faut essayer pour consolider ces technologies. Consolider les technologies, consolider les pratiques aussi en réalité, parce qu'encore une fois, acquérir un groupe aéronaval, ça se fait pas si facilement. Et la vitesse à laquelle ils le font est assez impressionnante. Ils l'acquièrent en 2009, le Variag, et je pense qu'ils le mettent en service en 2012. Donc il y a quelque chose qui se passe très vite. Ils acquièrent un certain nombre de destroyers en grand nombre, et surtout ils acquièrent une capacité de débarquement amphibie qui est très très nette. Et la troisième phase, c'est depuis 2016, où on voit clairement une phase de sécurisation des voies de communication et le développement d'infrastructures militaires à l'étranger. C'est pas un hasard si en 2017, les Chinois ouvrent une base militaire à Djibouti. Donc on voit bien comment il y a l'identification d'un adversaire qui, en réflexion par rapport à leur propre faiblesse, conduit à la fois un développement conceptuel, en termes de concept d'opération, développement capacitaire, et il y a des phases successives en fonction de comment est-ce qu'ils évaluent la menace et comment est-ce qu'ils évaluent leurs propres avantages et faiblesses. Et alors, mais ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est très rationnel. C'est logique, et c'est ce qu'on attend d'une bonne armée. C'est on voit l'adversaire, on capte un peu ce qu'il sait faire et on essaye de s'adapter. Ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que vous montrez que c'est un processus qui n'est pas du tout toujours rationnel. Potentiellement, il est d'ailleurs inefficace, voire contradictoire. Et un exemple parfait pour ça, c'est l'armée irlandaise que vous citez. Je pense que vous le citez parce que c'est notamment un bouquin de votre directeur de thèse, donc qui a étudié ce cas. Mais l'armée irlandaise entre les années 20 et les années 40, typiquement, c'est une armée qui a un ennemi potentiel, la Grande-Bretagne, et qui prend une décision complètement paradoxale par rapport à ça, c'est d'imiter l'adversaire potentiel au lieu de se construire pour le contrer. Oui, exactement. Ces processus de contournement sont
pas du tout forcément absolument rationnel. Et je donne l'exemple chinois comme pour illustrer comment en théorie ça pourrait se passer, mais souvent le mécanisme de changement n'est pas purement stratégique et purement rationnel, et c'est même dans la plupart des cas. Ce qui est intéressant avec l'armée irlandaise, c'est que effectivement, identifiant une invasion britannique comme étant la principale menace potentielle, et évaluant le rapport de force, qui était très clairement en faveur des Britanniques, on peut se dire qu'ils auraient essayé de contourner l'avantage britannique en capitalisant sur un certain nombre d'expériences et de pratiques qu'ils avaient développées durant la guerre civile irlandaise, donc développant une approche en termes d'insurrection en réalité, pour essayer d'absorber et de diluer l'adversaire au sein de la population. Et c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une armée régulière dotée d'un état-major qui imite quasiment point par point l'armée britannique. Pourquoi ? Parce que les forces armées britanniques à ce moment-là sont un peu vues comme l'espèce de standard international de ce qu'il faut faire. Et donc du coup, une vraie armée, en tout cas pour les Irlandais, doit ressembler aux Britanniques d'une manière ou d'une autre. Et donc ils vont adopter un processus de changement qui en réalité a beaucoup plus à voir avec l'imitation de ce qu'ils pensent être des bonnes pratiques sans forcément que ce soit stratégiquement rationnel. Et on voit très souvent ce genre de mécanisme à l'œuvre au sein du système international où en fait il y a des espèces d'États à un moment ou à un autre qui donnent le ton de à quoi doivent ressembler des forces armées, comment doivent opérer des forces armées, et les autres qui les imitent plus parce que c'est ce qui est perçu comme étant le summum opératif, mais pas forcément adapté aux conditions stratégiques locales. Mais c'est ce qui est captivant et qui renvoie à un problème plus général et plus transversal dans votre livre, c'est le fait qu'on a beaucoup de mal toujours à évaluer ce que savent faire les autres. Ce qui renvoie au fait que le maître étalon, enfin en tout cas le révélateur de ça, c'est la guerre majeure qui n'arrive quasiment jamais, mais que en fait, il faut jamais surévaluer la capacité des gens à observer, à comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme vous le soulignez d'ailleurs très bien, si c'était le cas, si on savait faire ça, il n'y aurait pas de guerre. C'est une sorte de paradoxe des relations internationales, mais si on savait correctement jauger la puissance, on saurait avant même de tirer un coup de feu qui va gagner, et du coup on ferait pas la guerre. Et c'est ça qui est... Donc s'il y a des guerres, c'est bien que ça n'est pas une estimation qui est rationnellement partagée, et de ça découle en fait, c'est aussi vrai là-dedans, les gens observent d'autres armées, ils en tirent les mauvaises conclusions à peu près tout le temps. Oui, parce qu'en réalité, c'est très difficile de savoir ce qui marche à la guerre. Il y a c'est un peu le paradoxe. Clausewitz l'avait déjà mentionné, la fameuse trinité. Il y a la raison, la chance et la passion. Et le problème d'essayer d'observer et de tirer des leçons, c'est que dans une bataille, dans un conflit, la part de chance est en réalité assez importante. Sauf qu'on essaye systématiquement d'évacuer cet aspect-là pour hyper-rationaliser les résultats du conflit lui-même. Et notamment quand il y a un vainqueur, si on observe le vainqueur, on se dit, s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire et que donc du coup, ils ont adopté les bonnes pratiques. Sauf que ça évacue complètement cette dimension chance du conflit lui-même. Et c'est un peu comme... il y a deux choses sur lesquelles on cite tout le temps Clausewitz et qu'on oublie immédiatement. La première, c'est la guerre à la continuation de la politique par d'autres moyens. Très bien, on le cite tout le temps, mais ensuite, les forces armées ont tendance à évacuer la dimension politique de leur action le plus vite possible pour ne pas surtout réfléchir à quelle est la bonne articulation civilo-militaire et quel est le sens politique des actions militaires. Ça fait mal à la tête et c'est pas le cœur de métier. Donc Voilà, c'est pas le cœur de métier, surtout pas. Nous, on fait des opérations, on évacue le sens politique, ça c'est pour les responsables politiques. Donc voilà, ça c'est le premier truc. On a cité Clausewitz, mais on évacue la politique dès que possible. Et pareil pour la chance. On a cité la Trinité, c'est très bien, mais par contre, on va essayer de rationaliser immédiatement les leçons qu'on en tire. Sauf que c'est extrêmement compliqué. Un exemple... c'est terrible parce que sinon, il n'y a pas de sens au mérite, et aux promotions, et aux étoiles, et aux galons, et aux médailles. Parce que si on admet la part de chance là-dedans, c'est beaucoup plus... On regarde son uniforme de manière très différente au fil de sa carrière. Oui, exactement. Mais en fait, les armées hyper-rationalisent un phénomène qui est en lui-même extrêmement complexe et que nous-mêmes, observateurs a posteriori, en réalité, quand on observe une bataille, c'est très difficile de démêler
les facteurs qui ont conduit au succès ou à l'échec des belligérants, sans inclure une part de friction ou de chance. Un exemple qui est très intéressant, c'est la bataille navale de Tsushima. En 1905, durant la guerre russo-japonaise, les Japonais infligent une défaite navale majeure, en réalité, aux forces russes. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire les rapports des observateurs. Et tout le monde, en gros, identifie... En fait, personne n'est d'accord sur pourquoi les Japonais ont remporté une bataille. Certains disent parce que en fait, leur navire était plus rapide, d'autres parce qu'ils ont mieux concentré leur feu, d'autres parce qu'ils ont mieux manœuvré. Et en fait, si on cumule tous les rapports, c'est en fait, leur navire était de meilleure qualité, leurs équipages étaient de meilleure qualité, ils ont mieux manœuvré et en plus, ils ont eu de la chance. Oui, sauf que du coup, ça n'apporte pas grand-chose en réalité, à part savoir il nous faut de meilleurs navires, il nous faut de meilleurs équipages et il nous faut de meilleurs chefs. Donc évacuer cette part de chance, les armées le font tout le temps. C'est rationnel en quelque sorte, parce qu'il faut essayer d'objectiver pourquoi un conflit a eu lieu, mais c'est aussi la recette d'une surprise quand le conflit arrive. Et c'est pas un hasard si à chaque conflit majeur, il y a un taux de renvoi des généraux au début du conflit qui est tout à fait important. Parce que face à la réalité de la guerre elle-même, de la guerre majeure justement, on peut s'y préparer pendant des années et des années, et il y a cette espèce de révélateur complet de... On pensait être un officier tout à fait compétent, on a été sélectionné pendant des années pour être un officier tout à fait compétent, et face à une guerre majeure, il y a des gens qui s'effondrent, il y a des gens qui sont tout à fait incapables d'assumer leurs fonctions, il y a des gens qui se révèlent tout à fait mauvais. En septembre 1914, il y a plusieurs centaines de généraux français qui sont renvoyés, en réalité. On a vu la même chose en Ukraine et en Russie au début de la guerre. Donc voilà, il y a cette espèce de paradoxe de on pense pouvoir promouvoir et encourager des gens dans certaines trajectoires, mais de manière en rationnelle réalité, et donc efficace. Et en fait, en fait, non. Ouais. Enfin, un tout dernier, mais parce que c'est un cas intéressant, c'est parce que ça permet de parler de la diffusion, du phénomène de diffusion. C'est montrer bien que dans le système international, il y a une diffusion, et notamment une diffusion par les alliances. C'est-à-dire, dans une alliance... Mais bon, c'est parce que c'est une des conditions de l'interopérabilité. Il y a une diffusion des bonnes pratiques, en tout cas ce qu'on perçoit comme les bonnes pratiques, mais ça s'arrête pas qu'aux pratiques. Et ça, pour ça, vous montrez, il y a deux cas, mais on en avait déjà parlé, je pense, dans une émission, mais il y a deux cas typiques de ça. C'est pendant toute la guerre froide, on a d'un côté le pacte de Varsovie, de l'autre l'OTAN, qui sont tous les deux des alliances qui diffusent leurs pratiques à tous leurs membres, mais de manière diamétralement différente. Le pacte de Varsovie, c'est hyper autoritaire. L'OTAN, c'est libéral avec de gros guillemets, si on veut, parce qu'il y a des limites au libéralisme de l'OTAN, mais quand même, c'est pas exactement la même chose. Oui, mais c'est assez intéressant parce que les deux alliances sont confrontées au même problème, qui est l'accélération du volume des opérations et la concentration des feux et le volume de feu sur le champ de bataille fait qu'on ne peut plus faire comme les alliances du XIXe siècle où en réalité les alliances étaient on se retrouve tel jour, telle heure sur le champ de bataille et chacun conduit ses opérations un peu dans son coin. On ne peut plus du tout faire ça, il faut vraiment intégrer les différents pays dans des plans d'opérations communs et donc elles sont confrontées au même problème militaire qui est en fait fondamentalement celui de l'intégration. Elles vont le gérer de deux manières différentes. Le pacte de Varsovie... Je peux mentionner que vous avez fait votre thèse là-dessus, sur les opérations militaires combinées, donc c'est un peu votre truc, quoi. Ouais, j'avoue, je récite un peu. Ouais. Le pacte de Varsovie va gérer le problème de manière très très simple. L'URSS va créer les plans et pour assurer l'interopérabilité, va s'assurer que tout le monde a les mêmes systèmes d'armes qui vont être designés en URSS, produits majoritairement en URSS et éventuellement en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Mais c'est ce qui explique pourquoi toutes les armées du pacte de Varsovie avaient les T-64, les T-72, des MiG comme avions et ainsi de suite. Donc, alliance asymétrique autoritaire, donc asymétrique parce qu'il y a une grande puissance et d'autres petites puissances, mais autoritaire, qui gère, voilà ce que vous allez faire, et c'est fini. Et au moins on est sûr que si jamais on a besoin de vous passer un char, vous savez vous en servir, etc. Ça assure une uniformité, donc on va pas revenir sur la problématique des stocks, mais enfin bon, il y a tout ce qui concerne la maintenance, les pièces détachées, tout ça simplifie considérablement les choses, puisque tout le monde a la même chose. Exactement. L'OTAN fonctionne de manière différente. C'est aussi une alliance asymétrique puisqu'il y a une grande puissance que sont les États-Unis et d'autres petites puissances autour, mais l'idée est que
on délègue aux États la gestion de leur politique de défense, il faut juste qu'ils se coordonnent pour contribuer à la défense collective. Mais la manière dont ils contribuent à la défense collective est laissée aux États eux-mêmes. Donc s'ils veulent acquérir sur étagère des matériels étrangers, développer leur propre matériel tant qu'ils sont dans des standards relativement communs, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que vous avez différents modèles d'avions de chasse ou de chars de bataille durant la guerre froide. C'est parce que l'OTAN laisse faire ceux qui peuvent. Enfin, comme je dis souvent, on n'aurait jamais pu avoir d'assaut dans le pacte de Varsovie en réalité. C'est une industrie de défense nationale n'est possible que dans le cadre d'une alliance qui laisse faire ce genre de choses. Et donc la manière dont l'OTAN règle ce problème de l'interopérabilité, c'est à travers des accords de standardisation, des STANAG, Standardization Agreement dans le vocabulaire OTAN, qui sont en fait des standards de voilà ce que votre matériel doit être capable de faire pour communiquer, être interopérable avec les autres. Donc c'est deux philosophies de coordination des politiques de défense assez différentes et avec évidemment un effet assez fort sur les dynamiques de changement. Et un cas marrant pour ça, pour rester sur l'OTAN, c'est le cas des calibres et des balles. Parce que c'est drôle, la manière dont les armées otaniennes ont évolué leur calibre de balles. Donc on est passé du 7,62 au 5,56 et même en dessous après. Et en fait, la manière dont les Américains ont une domination là-dessus, mais puisque c'est une alliance qui n'est pas non plus hyper autoritaire, c'est une domination qui va être in fine un peu renversée par d'autres acteurs. Alors racontez-nous cette histoire, parce qu'elle est un peu complexe, mais en même temps déjà c'est tellement central dans l'équipement de n'importe quel soldat que c'est important, et surtout c'est tout à fait typique des capacités limitées, disons, d'une puissance autoritaire mais libérale, comme les États-Unis, au sein d'une alliance, à imposer sa volonté. Alors, effectivement, c'est un cas assez amusant. L'histoire simplifiée, c'est que jusqu'aux années 70, le standard OTAN pour les fusils d'assaut, c'était le standard 7,62. Les Américains... Donc des balles de 7,62 mm, toutes les mêmes pour toutes les armes, ouais. Etc. C'est simple. Les Américains, donc il y avait un STANAG qui justement définissait le standard comme étant 7,62. Les Américains avaient créé un autre calibre, le 5,56, pour les opérations qui conduisait au Vietnam notamment, parce que la distance d'engagement était plus courte et donc la balle, l'efficacité était jugée supérieure par rapport au standard 1662 pour ce contexte particulier. Dans les années 70, le STANAG qui gère qui coordonne les calibres arrive à expiration et donc du coup on commence à réfléchir à quoi pourrait ressembler le futur calibre des forces armées de l'OTAN. Les Allemands notamment, mais aussi les Britanniques, en accord avec leur doctrine, souhaitent un calibre qui leur permette un engagement optimal à une distance de 250-300 mètres. Et les Allemands poussent pour un calibre de 4,75 mm. Donc en gros, plus le calibre est petit, moins la balle va loin, mais ça a d'autres avantages si on n'a pas l'intention de combattre en race campagne, à courir à travers les champs, et par exemple de combattre plutôt à courte distance, ça a plein d'autres mérites, ça fait moins de poids, etc., ça a moins de recul. Enfin bon, avoir un petit calibre, ça peut avoir des avantages si on est dans un contexte où on se dit on va combattre par exemple autour de nos véhicules blindés d'infanterie, quoi. Ce qui est le cas par exemple pour les Allemands, où leur doctrine supposait que les véhicules de combat d'infanterie approchaient assez proches des lignes adverses, débarquer l'infanterie qui devait combattre en fait à des distances relativement proches. Sauf que dans les années 60, les Américains avaient développé toute une forme de science autour de l'efficacité des balles elles-mêmes et en avaient conclu à partir de leurs propres critères que le 5,56 était le plus efficace en fonction de l'énergie cinétique qui restait dans le corps une fois que la balle l'avait percuté et donc qui restait dans le corps, qui se diffusait, donc qui créait des dégâts. C'était une forme de mesure qui était elle-même contestée, mais les Européens n'avaient pas réellement investi dans cette dimension de recherche et n'avaient pas vraiment d'arguments qui ressemblaient à des arguments scientifiques à opposer aux Américains. Donc du coup, c'est le format 5,56 qui a été choisi pour les forces armées de l'OTAN. Là où ça devient rigolo, c'est que il a fallu ensuite spécifier le format particulier de la balle. Et là, il y a eu un autre concours
avec différents munitionnaires qui se sont mis sur les rangs. Et là, c'est le Belge FN Herstal qui avait depuis le début parié sur le fait que ce serait le standard 556 qui s'imposerait. Et ils ont développé une munition qui était clairement en termes d'efficacité par rapport à la charge de poudre, à la vitesse de sortie du canon et ainsi de suite, qui était en fait la meilleure sur le marché. Et donc au sein de l'OTAN, une fois que les tests ont été conduits, c'est la munition belge et le standard belge qui s'est imposé, ce qui a conduit les Américains à devoir rechambrer l'intégralité de leur M16 pour plusieurs millions de dollars, et ce qui les a conduits à développer le M16A2 pour pouvoir intégrer la munition belge. Donc on voit là une histoire... Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas pensé que d'autres les feraient mieux qu'eux. Du coup, Absolument. ils s'étaient mis sur, de toute façon, ça va être nos balles qui vont s'imposer pour tous les otaniens. Sauf que c'était pas exactement la même balle, et du coup, ils ont été obligés de tout modifier. Exactement. Et c'est assez révélateur du fonctionnement de l'OTAN, où il y a à la fois effectivement un effet de diffusion qui est lié au poids des États-Unis, mais où, comme ça reste une alliance libérale, dans ce cadre et dans ces paramètres, des acteurs peuvent tirer leur épingle du jeu. Et là, c'est le cas des Belges. Et donc, les Américains qui pensaient forcer tout le monde à changer sont obligés de changer eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont impulsé. Alors, deuxième grande partie, deuxième grand dossier, on va peut-être essayer d'aller un peu plus vite, mais en même temps, à chacune est hyper importante. C'est la question du civilo-militaire et la manière dont ça impose, ou en tout cas ça suscite le changement dans les organisations militaires. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de ces cas où vous vous confrontez un peu à la littérature classique, et c'est notamment une hypothèse centrale d'un universitaire qui s'appelle Barry Posen, qui est que en fait, c'est nécessaire. On peut aimer à penser que les armées évoluent parce qu'ils réfléchissent, etc., et qu'il y a des motivations au changement qu'on a déjà exposées. En fait, Barry Posen dit, s'il n'y a pas une pression civile, donc politique généralement, sur les militaires, en gros, même s'ils font semblant, les vrais changements, ils viennent de cette friction entre un monde civil et qui a la prééminence sur le militaire. Alors, en fait, tout dépend du degré de changement. Les ajustements et les adaptations, il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'intervention de l'autorité civile, mais quand on parle du stade de l'innovation, effectivement, ce qu'avance Barry Posen en regardant les doctrines allemandes, françaises et britanniques de l'entre-deux-guerres, c'est que sans intervention civile, il n'y a pas réellement d'innovation. Les armées elles-mêmes vont rester dans les pratiques avec lesquelles elles sont à l'aise, et donc une manière de faire la guerre dans lesquelles elles sont à l'aise. Ce qui est assez intéressant... Ce que vous indiquiez au début, c'est que quand il y a une innovation, il y a des gagnants et des perdants. Donc, pour un monde militaire, le fait qu'il y ait des perdants, c'est effrayant, c'est dangereux, etc. Donc, c'est des gens qui vont freiner forcément le changement. Et du coup, les CA elles-mêmes, généralement, c'est des forces qui sont suffisamment grandes pour bloquer les choses. Il faut un coup de pouce du civil pour décoincer ces choses-là. Ce qui est très intéressant avec le livre de Posen, c'est qu'à mon avis, son argument est tout à fait valable, mais il le développe à partir d'exemples qui, à mon avis, sont empiriquement faux. ce qui est assez paradoxal, parce que c'est pas ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, mais je pense quand même que son argument est valable. Pensons ne serait-ce que, en fait, les deux grandes innovations pour les forces armées françaises depuis 1945, ça a été l'introduction des armes nucléaires en 1962, qui a fondamentalement changé les missions des trois armées, armée de l'air, marine nationale et armée de terre, et la professionnalisation décidée par Jacques Chirac, qui a changé aussi les missions et le format des armées. Et dans les deux cas, les armées n'en voulaient pas. Très clairement, en 1962. Ça, c'est intéressant parce que vous revenez sur le contexte des années 60. Bon, alors après, c'est aussi les années 60, c'était juste après le putsch d'Alger, etc. Donc, s'il y avait un contexte qui aussi était favorable à ce que De Gaulle force la main aux armées, mais vous vous rappelez bien que les armées, en fait, ça les emmerdait, le nucléaire, parce que ça a imposé de changer complètement le format. C'est un truc qui allait coûter beaucoup de pognon et qui, du coup, allait forcément réduire la masse du corps de bataille. Et ça, il faut toute la force politique avec une légitimité militaire. Ça a aidé aussi du général de Gaulle. Mais il fallait tout le poids politique du général de Gaulle qui dit c'est moi qui décide pour
forcer les généraux à bouger. Exactement. L'armée de terre est vent debout parce qu'elle a bien compris que c'est une menace existentielle pour sa mission. Puisque d'ailleurs, avec la doctrine telle qu'elle s'est développée ensuite, l'armée de terre devient en réalité un pion sacrifiable pour tester la volonté de l'adversaire avant d'engager le feu nucléaire. Enfin, la mission de la première armée française durant la guerre froide, c'est d'être sacrifiée pour tester la volonté de l'adversaire et légitimer le feu nucléaire. Et ça, évidemment, ça leur plaît pas, hein, ce que je peux comprendre. Mais même la marine et l'armée de l'air, à l'origine, n'en veulent pas, alors qu'elles vont être clairement les grandes gagnantes de cette réforme. Et même chose pour la professionnalisation. Aujourd'hui, c'est rationalisé a posteriori comme étant une forme de décision rationnelle, étant donné le changement de contexte, la complexité des armements, on a besoin de soldats professionnels et ainsi de suite. Tout le monde aujourd'hui au ministère des Armées vous dira non, mais évidemment, c'était tout à fait rationnel et ainsi de suite. En fait, on reconstruit l'histoire. Le ministère de la Défense de l'époque ne le voulait pas et c'est réellement venu de l'Élysée. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a aussi des leviers de résistance que vous montrez très bien. C'est-à-dire, c'est pas comme si... Donc, il y a cette friction politico-militaire, mais en fait, le militaire a plein de manières de résister aux politiques. Alors, pas de manière assumée, et si le politique se fâche très rouge, effectivement, ça va passer. Mais en fait, par exemple, dans un contexte comme les États-Unis, où il y a pouvoir exécutif, pouvoir législatif où il y a quand même, alors pour le meilleur et pour le pire, mais une balance des pouvoirs assez équilibrée. En fait, les militaires peuvent faire plein de choses pour lobbyer à droite, à gauche. Et un bon exemple qui est très récent, c'est par exemple les Marines, où il y a une énorme réforme des Marines qui était en jeu il y a quelques mois, quelques années maintenant, où il s'agissait de complètement modifier l'identité, de les spécialiser sur des tâches très particulières, très haut du spectre, et d'abandonner un peu le côté assaut amphibie, on part à l'assaut des îles du Pacifique. Et là, fronde totale de je ne sais pas combien de dizaines de généraux des Marines qui sont allés lobbyer tout le Congrès pour dire faut bloquer la réforme. Et donc ils ont des leviers malgré tout. Oui, là, effectivement, on parle de situation dans des États démocratiques. Mais oui. Oui, si on peut toujours faire un coup d'État militaire aussi, mais c'est voilà. un peu différent. Non, effectivement, il y a des leviers de résistance. Dans un système aux États-Unis où le législatif et l'exécutif sont conçus pour se neutraliser en quelque sorte mutuellement, ça donne aussi plus de poids potentiel parce que les officiers peuvent aller faire l'assaut du Congrès et trouver des gens qui sont là pour représenter au Congrès. Oui, non, effectivement, pardon. Ça a été fait récemment, c'est pas forcément. C'était métaphorique. Ouais. Peuvent, j'allais dire faire le siège du Congrès, mais c'est pas mieux. Peuvent trouver. Aller parler poliment et prendre des cafés avec les membres du Congrès. Trouver des porte-paroles. Ouais. Trouver des porte-paroles parmi les membres du Congrès qui vont défendre leurs intérêts, notamment dans un système où certains représentants d'État ou de circonscription électorale peuvent avoir des intérêts particuliers à défendre par exemple tel type d'industrie parce qu'ils vont avoir une base dans leur circonscription. Donc il y a le premier aspect qui est pour les Américains en tout cas de jouer l'exécutif contre le législatif. Ça marche moins en France parce que le Parlement a un rôle quand même très très limité dans la décision de la politique de défense, donc il y aurait beaucoup moins d'intérêt à essayer de jouer l'un contre l'autre. Donc ça dépend aussi des systèmes institutionnels. Les militaires peuvent aussi revendiquer l'usage exclusif de la compétence militaire. C'est-à-dire... Ça, c'est très marrant parce que vous le montrez très bien pour les Britanniques notamment, c'est qu'il y a une capacité, c'est un vrai outil pour les militaires, de réussir à faire des trucs tellement compliqués que ça fait lâcher l'affaire aux civils. Et typiquement, vous montrez ça dans en fait, les concepts qui arrivent notamment pour l'armée britannique, notamment le multi-domain operation, etc. Vous parlez de stratégie d'obscurcissement, c'est-à-dire on va créer des concepts tellement compliqués qu'il n'y a pas un parlementaire qui pourra s'en saisir et du coup ils vont être obligés de nous faire confiance sur les conclusions aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire il y a une revendication de l'exclusivité de la compétence qui vont se dire nous sommes militaires, nous savons quel est notre métier, voilà d'ailleurs tout le langage, le vocabulaire, les concepts qu'on utilise et vous allez voir on sait ce qu'on fait. Et en fait, c'est effectivement, ça peut être une stratégie de revendication de la compétence légitime pour écarter les civils de l'intrusion et en fait du contrôle de l'emploi de la force armée.
Et enfin, il faut mentionner que c'est une tension qui est toujours là, mais qui est une tension qui se manifeste notamment dans des systèmes autoritaires aussi. Cette tension entre donc le pouvoir politique et le pouvoir militaire étant dans les systèmes autoritaires un outil du pouvoir politique pour se maintenir en place, mais du coup le pouvoir politique s'en méfie beaucoup aussi. Et du coup ça donne une prééminence très forte aux militaires. Enfin, c'est en fait une relation compliquée, mais vous montrez ça très bien, notamment dans l'appareil d'État russe post-chute de l'URSS. En fait, c'est compliqué, il y a quand même beaucoup de généraux qui ont quand même des gens sous leurs ordres, et dans un régime politique un peu compliqué, en fait, ça permet pas de faire les réformes qu'il faut, et ce qui fait que, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais que derrière tous les trucs de détente qu'on a vus dans les années 90, au début des années 2000, en fait, il y avait toujours les mêmes généraux qui n'avaient pas du tout été vidés, parce que le pouvoir politique, y compris poutinien, se sentait pas du tout de les vider et de les remplacer, et du coup, finalement, le milieu stratégique et donc l'appréciation stratégique n'avait pas changé, et donc la politique de défense pouvait pas changer radicalement. En fait, c'est l'un des problèmes dans les régimes autoritaires. C'est que c'est le problème fondamental des relations politico-militaires. C'est que les militaires ont une capacité d'employer la force qui peut éventuellement toujours se retourner contre l'autorité civile. La relation est en général apaisée et gérée dans les régimes démocratiques parce qu'il y a une forme de légitimité du pouvoir politique qui permet de faciliter la relation, même si ça peut être tendu à certains moments, hein, mais c'est plus simple dans les régimes démocratiques. Dans un régime autoritaire qui a besoin à un moment de pouvoir s'appuyer sur les institutions de pouvoir ou les institutions de force, il y a toujours le risque que les institutions de force se retournent contre l'autorité politique elle-même. Et donc, à un moment, il faut leur faire plaisir. Et alors, je donne plusieurs exemples, mais effectivement, l'exemple que vous mentionnez de la Russie est assez intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu une tentative de putsch dans les années 90 contre Boris Yeltsin, qui a échoué à pas grand-chose en réalité. Et la manière dont Yeltsin puis Poutine ont tenté d'accommoder cette situation, c'est en réalité de donner des situations électives à un certain nombre d'autorités militaires. Donc en fait, en les cooptant dans le régime, en faisant des membres de la Douma, en leur donnant des postes de gouverneurs. Et tout ça, ça a permis de coopter ces autorités qui parfois étaient tout à fait hostiles à l'origine, mais qui sont devenues des membres du régime. L'exemple le plus frappant étant les responsables de l'accident du sous-marin Kursk, qui ont été, après avoir été condamnés, qui ont été réhabilités par le régime poutinien extrêmement vite. Sauf que du coup, ça enquiste en quelque sorte, ou ça cristallise les autorités militaires dans l'appareil d'État, et ça les rend fortement résistantes au changement. Et c'est ce qui s'est vu au début des années 2010 avec la tentative de réforme de Serdyukov, qui essayer de réduire le volume des forces armées, de les professionnaliser, d'abolir un certain nombre de pratiques de brimade et d'humiliation, et qui en fait a été complètement rejeté par les armées russes, au point que Serdyukov lui-même a été renvoyé par Poutine. Mais et vous indiquez que ce qui est intéressant, c'est que ça se voit en cas de conflit majeur, ces problèmes-là, enfin, cette tension et cette peur des régimes autoritaires, et ça, pour ça, en fait, ça gêne. C'est une raison d'inefficacité majeure. Et pour ça, vous citez notamment le cas de la guerre en Irak, dans les années 80, où en fait, c'est deux pouvoirs qui ont quand même peur de leurs armées, deux pouvoirs autoritaires, Saddam Hussein et l'ayatollah Khomeini de l'autre, d'un côté et de l'autre, qui ont peur de leurs armées, et du coup ça fait qu'ils ne réforment pas, enfin il y a une sorte de maintien dans l'inefficacité qui explique aussi pourquoi aucune des deux prend le dessus pendant un certain temps, c'est-à-dire une incapacité à apprendre à devenir une organisation apprenante de combat, on reviendra dessus plus tard, du fait de cette peur du politique envers le militaire. Mais en fait, il y a un dilemme entre la compétence et le contrôle. Si les forces armées deviennent trop compétentes, en fait, on a peur qu'elles aient de mauvaises idées. Par contre, si elles sont incompétentes, on peut les contrôler plus facilement. Donc c'est vrai que dans les régimes autoritaires, cette tension entre est-ce que je veux des forces armées efficaces au risque qu'elles prennent le pouvoir, ou est-ce que je veux des forces armées que je peux contrôler, elle est souvent présente, et
je veux dire, le curseur est placé différemment en fonction des situations, mais c'est un problème structurel, hein, et c'est ce qu'on voyait notamment en Irak avec des stratégies de Saddam Hussein de promouvoir un certain nombre de généraux dont il savait qu'ils étaient fidèles mais sans être particulièrement compétents, et on voit ça dans de nombreux cas. Troisième grand pilier de votre typologie, disons, des théâtres du changement, c'est le changement technologique. Alors ça, c'est le truc hyper classique. Enfin, hyper classique, non d'ailleurs, parce qu'il faut se déprendre de ça, de l'idée que forcément une innovation technique amènerait un changement Parce que, en fait, si une innovation technique est possible en général, c'est qu'il y a un contexte qui la permet. Faut pas penser... c'est rare, les coups de génie qui viennent de nulle part, en fait, ça n'existe pas même. Mais bon, c'est quand même un truc assez typique et classique, et on peut prendre plein d'exemples comme ça, mais le cas peut-être le plus simple, c'est le dilemme de la puissance aérienne, où on voit en permanence des innovations, un truc d'épée de bouclier assez bateau, quoi, enfin, pour ainsi dire, pour parler de l'armée aérienne, entre les augmentations des capacités des avions et les augmentations des capacités des défenses antiaériennes. Oui, exactement. En fait, je pense qu'il faut penser la technologie de différentes manières. La technologie, c'est toujours une combinaison ou une recombinaison de quelque chose d'existant. Et avec des progrès incrémentaux. Et typiquement, dans une arme très technologique comme l'arme aérienne, la capacité de détection de la cible et de frappe de la cible, c'est une course permanente entre les défenses et les avions eux-mêmes. Donc là, on a un mécanisme assez classique en réalité de contournement, mais qui est rendu possible par des améliorations technologiques souvent extérieures aux armées elles-mêmes. Hein. En fait, ce sont souvent des améliorations technologiques extérieures qui sont ensuite importées pour des systèmes d'armes et des systèmes militaires. Et ce qui est captivant là-dedans, c'est qu'on a toujours l'impression... On a l'impression que c'est une sorte d'épreuve de vérité, la technologie. C'est-à-dire une technologie est supérieure, on voit, donc on s'adapte. Vous montrez assez bien qu'il y a aussi plein de trucs irrationnels là-dedans. Enfin, très souvent, en fait, avec les technologies militaires, pour les mêmes raisons qu'on disait tout à l'heure, pour des raisons de prestige. Mais en fait, assez souvent, il y a des armées qui prennent des décisions un peu absurdes en termes de technologie. Un exemple intéressant de ça, c'est le Brésil, qui un jour décide d'acheter le Foch, le vieux porte-avions français, sans savoir très bien ce qu'ils vont en faire, mais ils avaient envie d'avoir un porte-avions. Ça va leur coûter une blinde, enfin ça leur coûte une blinde. Et ils en font rien de particulièrement intéressant, mais ils avaient envie de pouvoir dire qu'ils avaient un porte-avions, donc ils en ont eu un. Mais voilà, là on est typiquement sur... C'est une belle arme le porte-avions, hein. On y est l'efficacité et l'intérêt, mais... ça, c'est pas parce que on acquiert une belle arme que ça a une rationalité, que c'est un changement pour le meilleur. Parfois, c'est aussi pour le prestige, quoi. Oui, exactement. Il y a un effet un peu de consommation ostentatoire par moment qui est lié, les armes ont une dimension symbolique par elles-mêmes et elles projettent un certain nombre de significations, elles projettent un sentiment de modernité en quelque sorte, et pour un certain nombre de forces armées, ça arrive tout le temps, hein. L'idée de posséder quelque chose de technologiquement supérieur, ça symbolise leur appartenance à un club. Et parlons maintenant, parlons le truc du moment. Alors l'IA, on en reparle, faut voir. Faut voir ce qu'on entend par là. Typiquement en ce moment c'est l'hypersonique. Voilà, l'hypersonique, tout le monde parle de l'hypersonique en permanence. On en a fait une grande émission avec David Papalardo il y a 2 ans peut-être. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer encore, c'est-à-dire on voit toujours pas bien l'intérêt de l'hypersonique. Pourtant on dépense beaucoup d'argent, enfin nous et pas que nous, hein, là-dessus. C'est un truc de prestige manifeste puisque les Russes en font des caisses à chaque fois qu'ils tirent un Kinjal qui ne fait pas à peu près rien de plus qu'un missile balistique normal, et pour la simple et bonne raison qu'un missile balistique normal marche parfaitement à l'heure actuelle et que donc il n'y a aucun besoin d'avoir un missile hypersonique pour toucher cette cible à coup sûr. Pourtant tout le monde ne parle que de l'hypersonique en ce moment. Voilà, on est sur un pur exemple de technologie entre gros guillemets game changer, dont on voit pas bien ce que ça game change, si ce n'est que voilà, on sait le changement, c'est la technologie apparemment supérieure.
Bon, Ouais, bah, le cas des Russes et de l'hypersonique est très intéressant parce que quand ils ont tiré effectivement le Kinjal, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais ils ont carrément convoqué une conférence de presse disant au cas où vous l'aviez raté, on a tiré un missile hypersonique qu'ils ont utilisé exactement comme un missile balistique, mais ça fait partie de ce discours. Les missiles balistiques qui sont hypersoniques, on peut le rappeler soit dit en passant, c'est pas ce qu'on entend par là, mais et encore une fois, on ne sait pas les arrêter. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça participe de ce discours d'une forme de supériorité militaire russe tout à fait incontestable. Et ça percole en réalité dans les discours de propagande russe et pour donner une image de puissance. Et par exemple, c'est très net là dans le dernier livre d'Emmanuel Todd. La première page, il dit... Les Russes ont acquis une supériorité stratégique militaire vis-à-vis des États-Unis grâce à leurs missiles hypersoniques. Ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Sauf que, alors je ne sais pas où il a récupéré ça, mais ça a percolé dans son esprit comme, ah ben oui, effectivement, le missile hypersonique, ça a l'air vachement dangereux, puis les Russes en ont tiré, donc c'est bien la preuve qu'ils ont acquis une supériorité stratégique. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient envahi l'Ukraine si ils avaient déjà la supériorité stratégique vis-à-vis des États-Unis? C'est parce que c'est la faute des États-Unis. Voilà, je vous ai résumé le livre. Hein. Vous avez fait par ailleurs un compte-rendu assez savoureux du livre d'Emmanuel Todd que je mettrai peut-être en lien, mais oui, bon, on peut faire la version courte comme ça aussi. Oui, c'est la version courte, mais c'est le premier paragraphe du livre. Et je me suis dit, mais d'où ça vient? Et clairement, ça vient du message de propagande russe sur un peu les Wunderwaffen, là, les armes magiques, qui est, notamment vis-à-vis de l'hypersonique. Alors là où c'est intéressant, c'est que cette course technologique, elle a... bon, ok, elle change. Parfois, il y a des vraies armes qui sont vraiment intéressantes. Hein, on ne va pas nier le rôle du progrès technologique non plus. Hein, c'est un vrai truc. Mais là où c'est un vrai moteur de changement pour les armées, c'est aussi parce que ça coûte tellement cher, ce progrès technologique est de plus en plus cher au fil du temps. C'est une des lois d'Augustine, donc Norman Augustine, qui est un ancien PDG de Lockheed Martin qui théorise ça dans les années 80, qui est que les dépenses croissantes allant toujours plus cher, enfin les équipements étant toujours plus chers de manière assez continue au fil du temps. Je crois que c'est en 2054, l'armée américaine pourra se payer un avion, en tout et pour tout. Mais il sera très bien, mais un avion. Mais du coup, ça c'est un vrai facteur de technologie, facteur de changement pour les armées, c'est que la technologie augmentant toujours les coûts, en fait, elle force à réduire les formats. Oui, exactement. Ça, c'est un pur mécanisme de contrainte, hein, en réalité. Le coût de la technologie augmente à cause du coût de la main-d'œuvre, à cause de la complexité de la production. Et le même type de matériel va coûter beaucoup plus cher une génération plus tard que lors de la génération précédente. Il peut faire plus de choses, en général, mais ça force à se poser des questions importantes sur le type d'emploi de la force qu'on veut. C'est pour ça que si on continue à employer la force exactement de la même manière, mécaniquement, les armées vont passer leur temps à se réduire parce que les systèmes d'armes coûtent de plus en plus cher. Et donc, en fait, tout progrès technologique doit, pour être réellement efficace, être systématiquement accompagné d'une réflexion doctrinale sur quel est le meilleur moyen d'employer la force elle-même, avec des questions importantes qui se posent aujourd'hui sur l'équilibre entre masse, en réalité, et effet délivrable par la technologie. Et clairement, les forces armées occidentales ont maximisé les effets en ayant des technologies de pointe, mais il y a des questions à se poser sur quel type de masse on peut générer. Ce qui est intéressant aussi sur le progrès technologique, c'est que souvent, enfin régulièrement en tout cas, il y a les innovations arrivent par des combinaisons de systèmes d'armes qu'on n'avait pas prévues à l'origine. Typiquement la torpille, qui a inventé en réalité déjà dès le XVIIIe siècle, qui se perfectionne au XIXe siècle. En fait, elle est lente, donc la plupart si elle est tirée depuis un bâtiment de guerre, l'autre bâtiment l'évite, change de cap, et la petite torpille elle passe à côté et ça ne sert à rien. Donc pendant plus d'un siècle, la torpille c'est un système d'armes qui n'est pas utile, jusqu'au jour où on invente le sous-marin. Et là, le sous-marin, 40 ans plus tard en réalité, et là, le sous-marin étant capable de s'approcher de manière discrète d'un bâtiment, la torpille, c'est pas grave si elle est lente. Si le sous-marin n'est pas détecté, c'est au contraire l'arme parfaitement idoine pour créer des effets. Et là, on voit très bien deux technologies qui ont été pensées de manière indépendante, et c'est leur combinaison
fortuites en réalité, parce qu'elles viennent de périodes de développement différents, qui créent une innovation. Et enfin, juste pour terminer sur la technologie, alors on n'en a pas parlé, mais il y a plein d'innovations technologiques aussi qui ne marchent pas, et c'est tout aussi intéressant de les étudier. Et par exemple, vous citez le projecteur dans la guerre navale, qui est un cas tout à fait intéressant de trucs ça a l'air d'être une bonne idée pour repérer des trucs de très loin, mais en fait ça fait juste qu'on devient une très grosse cible, donc c'est assez rapidement mis de côté. Mais là où c'est intéressant, cette notion de progrès technologique, c'est que ça tape la contradiction qu'on a exposée au tout début entre la nécessité de changer et l'identité des armées. Et vous montrez bien que c'est compliqué pour une armée, avec ses traditions, avec ses corps, d'adapter une innovation, pour le coup une vraie innovation, qui va changer, qui va faire qu'il y ait des gagnants et des perdants. Et c'est le truc fascinant qu'on voit souvent ça se voit dans les régiments, ça se voit dans les corps qui disent alors on a récupéré les traditions de tel ou tel corps et de tel ou tel régiment, complètement dissous parce que ça n'avait plus aucun sens dans le modèle d'emploi des forces contemporains, mais du coup il fallait bien que ça parte quelque part. Et un exemple, et donc il y a la nécessité d'essayer de s'inscrire dans une tradition de l'idée que oui, certes, on a un peu changé de matos, mais fondamentalement c'est la même chose. Un exemple parfait de ça, c'est la cavalerie. On montre très bien que quand on y pense, que les tanks soient appelés la cavalerie, c'est quand même un truc curieux parce qu'il n'y a pas grand lien entre un canasson et un char d'assaut. Mais il y a déjà des cavaliers à ce micro qui ont dit oui, c'est un peu la même chose, c'est un truc de mouvement, ça va vite. Bon, ok, très bien. Et ce que vous montrez, c'est que c'est juste que les cavaliers avec les bourrins, eux, ils voulaient pas abandonner leur primauté, donc ils ont décidé le truc qui a l'air efficace et qui a l'air de dominer le champ de bataille pour les décennies qui viennent, c'est pour nous. Oui, exactement. On rentre ici typiquement dans les statuts symboliques des armes, mais aussi des corps. Évidemment, la cavalerie, historiquement, c'est le corps prestigieux, puisqu'il y a le rapport et la symbolique de l'homme et du cheval. C'est généralement l'arme aristocratique pour plein de raisons historiques. Et dans l'entre-deux-guerres, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on voit bien, petit à petit, les chars vont avoir un impact important sur le champ de bataille, y compris pour des missions historiques qu'ils peuvent remplir mieux que les canassons en réalité, que ce soit pour des opérations de pénétration et de choc de l'adversaire. Sauf que Car en effet, une colonne de blindés a tendance à plus disrupter la ligne ennemie qu'un demi-peloton de chevaux. Voilà. Le problème, c'est que les officiers de cavalerie n'en veulent pas à l'origine parce qu'ils considèrent non, nous on peut tout à fait faire les mêmes missions pour plein de raisons, jusqu'au moment où ils se rendent bien compte que ça devient complètement inéluctable en réalité ce changement et décident du coup de devenir la nouvelle cavalerie blindée. Donc en réimportant les traditions, en réimportant un certain nombre de manières de faire, y compris d'attitudes en réalité. Et c'est cette manière d'importer les traditions pour déguiser l'innovation en disant on a toujours fait ça, ça permet de faire passer la pilule et d'éviter une trop grosse... on parlait de défaite tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est pour atténuer l'effet de en fait on a réellement changé de mission, mais en fait non, on l'a pas vraiment changé, on a toujours fait ça, mais de manière différente. Les avions de chasse aussi, c'est un exemple intéressant. Au moment où vraiment les avions à réaction se développent, il commence à y avoir des aides au pilotage qui sont nécessaires parce qu'ils vont de plus en plus vite. Et notamment quand le combat avec missiles se développe, en fait, la portée des engagements change. Et les pilotes dans les années 60 et 70 souvent refusent ces innovations parce qu'il y a une telle mythologie. On est des chevaliers du ciel, voilà. Et le combat singulier. Le duel aérien, cette espèce de mythologisation de ce qui avait été le combat aérien pendant environ 30-35 ans, qui lui-même s'inscrivait et reprenait des ensembles de traditions duellistes et un imaginaire assez particulier. En fait, ils en veulent pas en disant non, moi j'ai pas besoin d'aide au pilotage, je sais piloter mon appareil, j'ai pas besoin de missiles, ce qui est important c'est le combat canon. Et à chaque fois, il a fallu souvent des interventions extérieures aux utilisateurs eux-mêmes pour les forcer à adopter quelque chose qui objectivement augmentait leur efficacité militaire. Alors, on commence maintenant à vraiment resserrer beaucoup la focale sur
les institutions et les dynamiques même internes de ces organisations, mais c'est intéressant aussi parce que c'est aussi les parties où vous projetez le plus vers l'avenir en essayant de réfléchir à ce qui marche et à comment favoriser ce changement positif dans les armées. Et notamment, il y a un point qui est très marrant et qui est toujours très intéressant, parce que c'est de la sociologie des organisations, mais de ces organisations si cheloues que sont les armées, disons ça comme ça, c'est les dynamiques internes. Et pour ça, je ne résiste pas à vous demander, il y a une blague apparemment qui court au Pentagone sur la sécurisation des bâtiments et qui montre bien en fait les différences culturelles dans les armées et qui montre bien en fait, parce que de là vient que de ces frictions-là peut venir le changement. Oui, alors effectivement, la blague, c'est qu'un jour, le secrétaire d'État à la Défense demande au chef d'état-major de l'armée de terre, donc l'Army, la Navy, de l'Air Force et des Marines, de, je cite, sécuriser un bâtiment. En fait, chacun d'entre eux interprète le terme sécuriser un bâtiment différemment. Donc l'armée de terre établit un périmètre défensif autour de l'immeuble, contrôle les accès, émet des checkpoints pour contrôler les allées et venues. La marine envoie des marins dans le bâtiment pour vérifier que, en gros, la lumière est bien éteinte. Ils notent leur passage dans le registre et ils verrouillent les portes avant de partir. L'armée de l'air négocie avec le propriétaire du bâtiment un contrat de location pendant 5 ans avec option d'achat et commence à identifier un sous-traitant pour climatiser le bâtiment lui-même. Et les Marines repèrent le ruisseau qui est le plus proche du bâtiment. Ils y font un assaut amphibie sans aucun problème. Ils prennent l'immeuble de vive force, ils montent sur le toit, ils mettent le drapeau américain. Et donc les 4 ont sécurisé le bâtiment, mais de manière complètement différente. Et le but, c'est d'illustrer qu'il y a effectivement des espèces de cultures militaires qui existent et qui conduisent à des pratiques qui elles-mêmes sont différentes, même si le vocabulaire est censé être le même. Mais ce qui est marrant, c'est que donc bon, ça se voit très bien dans les branches des armées, alors l'armée américaine, mais c'est vrai aussi dans les armées françaises. Et parce que c'est des branches qui sont en tension, alors pour des raisons plus ou moins cocardières, villageoises, de mon village il est mieux que le tien, enfin bon, de trucs qui sont pas mauvaises, hein, ça peut faire de l'émulation, c'est des spécificités culturelles qui, bon, ok, ça fait partie des cultures des armées. Mais c'est aussi parce qu'ils sont en tension pour la captation des ressources. C'est que généralement, quand on donne de l'argent à l'un, il n'ira pas à l'autre, puisque les budgets militaires, même dans le cas des États-Unis, ne sont pas extensibles à l'infini. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, cette compétition pour les ressources, elle peut provoquer du changement, elle peut provoquer de l'innovation. Et un bon exemple de ça, c'est par exemple aux États-Unis, justement, la compétition entre la Navy et l'Air Force pour savoir sur la question des missiles, d'une manière générale, qui globalement, tout le monde se disait que c'était plus ou moins l'Air Force qui va le faire, mais la Navy s'empare du sujet et finit par doubler l'Air Force, qui du coup est obligé de redoubler la marine. Et en fait, de cette compétition pour globalement des budgets du Pentagone, va arriver un changement majeur dans comment on fait des missiles et notamment aussi la dissuasion nucléaire aux États-Unis. Oui, effectivement, c'est le cas des missiles Polaris et Minuteman et qui sont liés au fait que dans les années 50, c'est l'armée de terre et l'armée de l'air américaine qui sont identifiées comme ayant des missions de dissuasion nucléaire principalement. Donc on développe des missiles balistiques terrestres et des missiles balistiques aéroportés. Et la marine sent bien qu'il y a là un enjeu en fait, de captation des ressources où elle risque d'être isolée si elle ne porte pas à un moment ou à un autre cette mission de dissuasion nucléaire. Et en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est que, et notamment c'est l'amiral Harley Burke qui prend sur lui contre l'avis de tout le monde, y compris contre l'avis du Pentagone, évidemment sans parler de l'avis des autres armées, de développer en interne un programme de missiles balistiques opéré depuis des sous-marins, qui sera le programme Polaris. Et avec une innovation technologique, c'est que c'est l'un des premiers missiles à utiliser du propelgol solide comme carburant. Et en fait, le développement de ce programme va légitimer la mission de la marine comme porteuse d'une partie de ce qui est la triade nucléaire aux États-Unis, puisqu'ils ont une dissuasion dans les 3 branches, mais qui va permettre à la marine de revendiquer sa part dans la mission de dissuasion nucléaire. Et c'est en pure compétition
contre l'Army et contre l'armée de l'air américaine, qui va d'ailleurs en miroir forcer l'armée de l'air à développer son propre type de missile aussi à Propergol, qui sera le Minuteman. Et au final, ces deux développements vont rester les deux pieds de programme de missiles balistiques. Tous les autres systèmes, l'armée de l'air américaine avait plusieurs systèmes qui permettaient de délivrer des armes nucléaires, vont tous être rationalisés du fait de ce développement technologique, mais c'est venu du fait que la marine avait besoin de ce programme pour continuer à justifier un certain nombre de budgets. Alors ça, c'est les compétitions, c'est les divisions internes des armées, mais il y a aussi un certain nombre de cultures, un certain nombre de croyances qui sont beaucoup plus transversales aux outils militaires, enfin aux appareils militaires, et qui, pour le coup, sont souvent des facteurs de changement, alors d'où qu'elles viennent. Un exemple typique de ça, c'est dans l'entre-deux-guerres, le passage de l'armée française d'une doctrine offensive à une doctrine défensive, donc où ça vous montrez bien que tout ça vient fondamentalement d'une idée qui traîne dans les armées, que les conscrits, c'est pas bien. Et que c'est ça, cette idée, voilà, sans qu'elle soit extrêmement bien sourcée, sans qu'elle soit du tout d'ailleurs appuyée sur l'expérience, puisque pendant la Première Guerre mondiale, on peut pas dire que c'est ça que la Première Guerre mondiale est démontrée, mais que cette idée-là, elle se diffuse pendant l'entre-deux-guerres, et du coup, ça aboutit à la doctrine d'emploi qui va faire ce qu'on sait en 1940. Oui, effectivement, c'est un changement doctrinal qui a lieu en 1928, en l'occurrence, dans l'armée de terre française, passage d'une doctrine offensive à une doctrine défensive, qui est fondée sur l'idée que les conscrits ne sont pas capables de monter des opérations offensives, et qui est appuyé plus sur une forme d'esprit du temps, considérant que les foules sont toujours un peu difficiles à encadrer, difficiles à contrôler, et donc que fondamentalement il faut s'en méfier un petit peu. Donc ça aucune autre base sociologique que le fond de l'air intellectuel. Mais il y a des espèces de croyances sociologiques comme ça qui perdurent et qui, du coup, ont une influence sur la manière dont les armées perçoivent leur mission et perçoivent la manière dont elles doivent organiser leurs concepts et leurs doctrines. Alors, du coup, ça pose la question de que faire pour favoriser une espèce de bonne réflexion interne, c'est-à-dire des croyances internes qui soient un peu appuyées soit sur une réflexion, soit sur l'expérience. Et ça, vous montrez bien qu'on sait, enfin, en tout cas, il y a des choses qui montrent une certaine utilité. Par exemple, le fait d'avoir des incubateurs, qu'aujourd'hui on appelle plutôt des think tanks, mais l'idée qu'il y ait des groupes dans les armées qui réfléchissent à ce genre de choses, alors après, ça fait pas tout, parce qu'il faut que ce soit pris en compte, mais globalement, on sait que c'est le genre de choses qui fait qu'il y a une culture d'armée un peu agile, un peu stimulée, et que l'expérience, par exemple l'expérience de l'entre-deux-guerres pour les officiers allemands, montre que c'est plutôt des choses qui marchent assez bien pour favoriser des cultures d'armée qui sont sensibles, qui sont capables de s'emparer et de changer de manière efficace. En fait, c'est la combinaison de deux dimensions. C'est à la fois ces incubateurs qui peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des institutions qui sont sorties de la chaîne hiérarchique et qui ont comme objectif de stimuler le débat d'idées. Ça peut être l'existence d'un débat militaire à travers des revues qui permettent en fait à des officiers de s'exprimer et de se contredire sur la manière d'employer la force. Mais ça, typiquement, grande tradition soviétique qu'a étudié notamment Dimitri Minik dans son ouvrage sur la pensée stratégique russe. Voilà, il y a des revues et on peut écrire dans ces revues. Exactement. Et c'est pas vu comme une atteinte à la doctrine officielle ou une remise en cause ou une attaque contre qui que ce soit. Et ça, c'est un point important de ce qu'on peut appeler des incubateurs et des centres de réflexion qui sont pas nécessairement des think tanks extérieurs, mais il faut qu'il y ait un espace de discussion, de dialogue et qui soit relativement protégé, notamment des conséquences en termes de sanctions de la part de la hiérarchie. Ça, c'est vraiment un point important. Et une ouverture des armées à une expertise extérieure et une expertise civile. Ça peut prendre encore une fois plusieurs formes. Ça peut être ces incubateurs qui peuvent être éventuellement mixtes en termes de statut. Ça passe par l'enseignement militaire supérieur en général. L'une des tensions dans l'enseignement militaire supérieur, c'est qu'il faut à la fois fournir de la formation et de l'entraînement, puisqu'il faut entraîner des officiers à un certain nombre de procédures, planifier une opération. Bon, tout ça, c'est de l'entraînement. Mais il faut aussi leur fournir une forme d'éducation qui leur serve
de répertoire intellectuel pour le reste de leur carrière. Et généralement, laissées à elles-mêmes, les armées ont tendance à favoriser l'entraînement plutôt que la formation, parce que c'est pas leur métier. Et donc, avoir un enseignement militaire supérieur qui intègre un certain nombre de civils, avec des tensions structurelles, faut pas se mentir, mais qui intègre des civils de manière organique dans la formation des officiers, c'est un moyen justement d'éviter ces espèces de clichés sociologiques rémanents qui sont soit bloquent le changement, soit orientent le changement dans une direction problématique. Ouais. Mais alors, pour autant, l'entraînement est nécessaire, c'est indispensable, mais encore faut-il faire un bon entraînement, appuyer sur l'expérience, un entraînement pertinent, un entraînement calibré pour une vraie opposition, etc. Et ça, vous montrez que c'est pas facile, en fait. C'est pour une culture d'armée. Ah bon, on a beaucoup critiqué les Russes pour ça, faire des espèces d'exercices Potemkin où, donc on vainc les armées de l'OTAN qui n'ont pas fait grand-chose. Et en fait, il y a toute une culture institutionnelle à avoir pour être capable de faire des entraînements réalistes et efficaces. Mais en fait, le problème de l'entraînement, c'est que ça pose une question de carrière éventuellement aux gens qui s'entraînent. C'est que l'entraînement peut avoir différentes fonctions. Il peut servir déjà à l'aguerrissement, ça semble évident. Il peut servir à la validation de concepts. On essaye quelque chose, on va tester, voir si ça marche. Et déjà, ce sont deux fonctions différentes. S'entraîner pour aguerrir et s'assurer que ces officiers connaissent les bonnes procédures, c'est pas la même chose que s'entraîner pour tester quelque chose. Et le problème, c'est que les armées régulièrement vont avoir tendance à confondre les deux, surtout si la promotion des officiers est corrélée d'une manière ou d'une autre au résultat de l'entraînement. Parce que si on s'entraîne pour s'aguerrir, effectivement, on veut que l'unité qui s'entraîne performe selon un certain nombre de critères qui sont identifiés auparavant. Si on s'entraîne pour tester des concepts, en fait, si l'unité échoue, ça donne une information. Ça veut dire que le concept ne marchait pas. Ça veut dire qu'il faut revenir sur la table, en quelque sorte, et réfléchir. Et confondre ces deux dimensions et lier notamment la qualité de l'entraînement à la promotion des officiers, ça crée un mix qui peut inciter les gens à ne surtout pas prendre de risques et donc du coup en fait à se conformer à ce qui existe déjà. Et dans ce cas-là, cette fonction de l'entraînement qui sert de test pour des concepts, elle disparaît et c'est un vrai problème. Dans ce cas-là, l'entraînement devient réduit à juste reproduire ce que l'organisation croit déjà savoir faire. Et dernier point, mais qui est très important et qui est une notion qu'on ne travaille pas assez, je crois, parce qu'on l'identifie comme une spécificité militaire qui marche à coup sûr. Ce que ça n'est pas, c'est le rétex. C'est le retour d'expérience, donc en anglais ça s'appelle lessons learned. Les leçons ont-elles été retenues ? Ensuite, c'est une question, mais pourquoi ? Parce que vous montrez bien que... Donc on a l'idée, et même d'ailleurs c'est un truc, ça se passe au domaine civil, on parle de rétex dans le civil, les entreprises aiment bien prendre ça, parce que notamment généralement il y a des anciens militaires qui viennent de faire des conférences pour apprendre aux organisations, aux entreprises à fonctionner un peu plus comme l'armée, parce que c'est un truc efficace, donc il faut faire un retour d'expérience. Et vous montrez bien que on y a fait très rapidement allusion au début, mais que ça pose une question centrale sur mais c'est quoi l'expérience ? Et est-ce qu'on est si sûr de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas à partir de l'expérience ? Et la réponse étant non, puisque en fait c'est pas certain et c'est pas si évident, mais on prend ça comme une sorte d'évidence de voilà, il s'est passé ça, donc on va en tirer des bonnes conclusions. Vous montrez bien que il faudrait quand même s'interroger un peu méthodologiquement sur l'idée que le réel et l'expérience fourniraient une sorte d'évidence et de guide pour l'avenir des armées en l'occurrence, parce que ça n'est jamais si simple. Ouais, non, ça c'est effectivement un problème assez central. Le premier, c'est que des leçons identifiées ne sont pas des leçons apprises. Donc déjà, il y a cette première dimension-là. Mais le deuxième aspect, c'est, comme vous le mentionniez, qui est lié à l'expérience elle-même et où on pense que
la personne qui est la plus proche de l'expérience, la plus proche de l'événement, est forcément celle qui est le mieux placée pour identifier et comprendre ce qui s'est passé. Or, c'est absolument pas le cas. En réalité, vous pouvez être tout à fait proche de l'événement et ne strictement rien comprendre à ce qui s'est passé en tant que tel. L'exemple que je cite, mais c'est Fabrice à la bataille de Waterloo, dans la Chartreuse de Parme. Je l'utilise comme exemple un peu paradigmatique parce que je trouve que Stendhal écrit très bien la confusion de la bataille et le narrateur dit bien il n'y comprenait rien, il ne voit pas ce qui se passe. Donc un rétexte qui serait écrit par Fabrice, ça ne servirait pas à grand chose. Sinon, c'est tout le concept de Tolstoï dans Guerre et Paix que plus on est proche de la bataille, moins on comprend. Mais bon, il dit aussi que quand on est loin, on ne comprend pas non plus. Donc pour Tolstoï, personne ne comprend jamais rien à une bataille. Mais vous montrez qu'il n'y a pas que ça. C'est pas que à ce stade-là. Je crois que vous prenez un exemple sur les Marines. Que quand ils font un rétexte, les Marines, systématiquement, les leçons qu'ils retirent de leur rétexte, c'est toujours ce qui va dans le sens de l'identité de l'institution. Alors pour les Marines, il faut être plus agressif, toujours, parce qu'ils ont un truc sur l'agressivité, ils ont un problème d'agressivité, les Marines, d'une manière générale, mais là-dessus en particulier. Et voilà, en fait, le rétexte, il faut interroger méthodologiquement les cadres à partir desquels on appréhende l'expérience. En fait, il y a déjà le problème de l'observateur, dont on vient de parler, et il y a le fait que l'expérience elle-même, pour l'observateur, elle est biaisée. Elle est biaisée par ses propres concept d'appréhension. Typiquement, les gens vont dire « Ah, mais moi j'étais là, j'ai vu les gens qui ont fait l'assaut. » Oui, mais comment vous pouvez interpréter la raison pour laquelle ces gens ont conduit un assaut? Et là, souvent, c'est des préconceptions sur, j'en sais rien moi, l'ethnie, la religion, et ainsi de suite, qui vont conduire les observateurs à surinterpréter ou à interpréter différemment un événement. Deuxièmement, pour l'observateur, l'expérience, elle est très forte, donc elle se surajoute, ou en tout cas, elle est plus importante que d'autres, et ils vont avoir tendance à donner plus d'importance à certains facteurs que d'autres en fonction de ce qui conforte leur propre préconception, et souvent, leurs propres préconceptions sont les propres préconceptions culturelles de l'armée à laquelle ils appartiennent. Plus de leurs intérêts, vous montrez bien ça, notamment pour le Vietnam. C'est-à-dire, il y a eu un rétexte du Vietnam, il y a eu un vrai rétexte qui a été publié, et vous montrez bien que l'US Army, parce qu'ils n'avaient pas envie ils n'avaient pas aimé le Vietnam, pour des raisons qu'on comprend, et du coup ils n'avaient pas envie de se reprojeter dans ce genre de guerre de contre-insurrection, mais donc ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour refouler ce rétexte, et ce que vous indiquiez en disant que c'est pas parce qu'une leçon a été identifiée qu'une leçon a été apprise. Voilà typiquement, il y a des bons manuels de contre-insurrection qui ont été publiés après le Vietnam, qui ont été très consciencieusement oubliés par l'US Army, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de se confronter encore à ce problème-là. Exactement. Et ensuite, il y a c'est la couche institutionnelle, en quelque sorte, qui est que on peut... si l'institution n'a pas envie d'apprendre parce que ça va à l'encontre de la mission qu'elle pense avoir, elle va tout faire pour évacuer ce rétexte. Et il y a un dernier problème méthodologique, c'est que l'observateur lui-même n'est pas nécessairement capable d'identifier les raisons qui ont conduit à un succès ou à un échec. Typiquement, si on se concentre notamment, on refoule la chance, on revient à ce qu'on disait. On refoule la chance, mais aussi parce qu'on n'a pas accès aux sources de l'adversaire, en tout cas quand on fait le rétexte. Si on observe la bataille de Dien Bien Phu, par exemple, seulement en termes de qu'auraient dû faire les Français et quelles sont les erreurs des Français, on évacue complètement le fait que... C'est une histoire de cuvette, si j'ai bien compris. C'est une histoire de cuvette et de collines et d'artillerie, mais on évacue complètement le fait que les Vietnamiens eux-mêmes ont profondément transformé leur armée entre 1946 et 1954, et que donc, sans avoir accès aux sources, en quelque sorte, aux opérations du point de vue vietnamien, on pense se dire que mais si quelqu'un d'autre avait joué la bataille, ça serait peut-être fait différemment, mais on évacue complètement l'adversaire. C'est la même chose quand aujourd'hui les armées françaises ont un peu ce type de si seulement on avait eu Végan au lieu de Gamelin en 1940, peut-être que la bataille aurait été différente. C'est pas sûr. Ça évacue le fait que les Allemands aussi conduisaient des opérations. Et ça, c'est le dernier aspect méthodologiquement problématique du rétexte, c'est qu'il ne regarde qu'un côté. Par définition, il ne regarde qu'un côté, parce qu'il ne peut pas avoir accès à
à la réflexion de l'adversaire. Or, on sait bien, la guerre, c'est une dialectique. Si on regarde qu'un côté, on oublie l'autre et on est un peu hémiplégique sur les leçons qu'on va en tirer. Comme dirait l'autre, l'ennemi aussi a un vote à la bataille. Et enfin, tout dernier, mais là on est vraiment sur l'échelle de la dernière focale, c'est le combat, l'épreuve de la guerre, qui est évidemment un grand facteur de changement. Bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début, mais typiquement sur les généraux, ben voilà, on voit qu'au début des conflits, on change beaucoup de personnel parce que la guerre est fondamentalement un événement où de l'information arrive. C'est d'ailleurs à ça que ça sert. Hein. Et c'est ce qu'on disait aussi au début. Il y a des estimations qui sont forcément discordantes, sinon on n'entrerait pas en guerre sur ce qui va se passer. Et l'épreuve du feu, il se passe quelque chose et il faut en tirer des leçons. Donc ça, c'est vrai que les organisations évoluent. Vous montrez bien, par exemple, je crois que c'est Montgomery en Afrique du Nord, qui, il y avait une espèce de doctrine, une espèce de truc poussé par notamment Churchill sur il faut des brigades, il faut être léger, etc., etc. Montgomery arrive en Afrique du Nord face à Rommel, il dit moi je pense qu'il faut des divisions parce que les brigades ça marche pas, il y a des divisions ça marche mieux. Donc il y a un vrai facteur apprenant, on s'adapte quand même et on progresse. Ouais. Ça c'est le mécanisme de contournement qui est que la guerre c'est cette espèce de grand révélateur de ce qui marche et de ce qui marche pas, et que les organisations, si elles veulent survivre, elles ont besoin de changer et d'adapter leurs pratiques, et c'est ce qu'on voit absolument tout le temps dans absolument tous les conflits, cette espèce de course permanente entre l'adaptation et la contre-adaptation qu'on voit en ce moment en Ukraine, typiquement entre notamment dans la guerre des drones, avec une espèce d'adaptation et de contre-adaptation permanente entre les systèmes de drones et les systèmes de guerre électronique qui sont dans une course pour savoir qui sera le plus efficace à quel moment. Donc ça, c'est dans absolument tous les conflits que ce mécanisme de contournement joue. Mais la question fondamentale, c'est quelle est la capacité de l'organisation à se réorganiser et à changer justement pour maximiser l'efficacité de ce processus de contournement. Et là, c'est très intéressant parce que c'est une image que je vais reprendre du dernier livre de Michel Goya qui est sur Israël-Gaza, où il parle d'un truc biologique, de la courbe de Yerkes et Dodson sur la relation entre le stress et la performance cognitive, en disant que trop peu de stress, ça ne stimule pas, et trop de stress, ça ne stimule plus. Et c'est ce que vous indiquez aussi dans l'ouvrage, en disant que ça suit une courbe de Gauss. Bon, on s'en fout de la courbe de Gauss, mais c'est l'idée que, en fait, comment dire, il faut être dans la bonne zone. Effectivement, la guerre permet de progresser, permet de changer, si l'organisation est capable de prendre ce choc-là et de l'intégrer avec un niveau de stress raisonnable, c'est-à-dire très réel, parce qu'il faut des motivations à changer, mais pas tellement qu'on se retrouve en état de tétanie. Oui, exactement. C'est si l'adversaire produit une pression qui est trop faible, on n'a pas d'incitation au changement. Si elle est trop forte, en fait, l'organisation va disparaître, parce que, par définition. Donc, il faut être entre les deux. Et c'est, j'allais dire, ça dépend en réalité aussi de l'adversaire. Mais ce qui, de notre point de vue, a des conséquences stratégiques. C'est-à-dire que si on veut éviter que l'adversaire progresse, il faut être capable de lui infliger un niveau de stress tel que son organisation va être complètement désarticulée et donc ne pourra plus être dans c'est pas une zone de confort parce qu'on est dans une zone de stress, mais dans cette zone qui stimule le contournement. Et en fait, atteindre cette zone ce degré de stress tel que l'adversaire ne peut plus s'adapter, c'est extrêmement difficile. Ça arrive en réalité assez rarement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... C'est la dislocation du front français en 40. Là, typiquement, ça va trop vite, ça va trop fort. Et on peut plus. Et on peut plus. Il n'y en a pas énormément des exemples comme ça. Exactement. Et du coup, cet effet paradoxal de la guerre elle-même, c'est que les adversaires se rendent meilleurs mutuellement. Typiquement, en Russie-Ukraine, manifestement, les Russes... alors, pas forcément en matériel, mais en tout cas en emploi des forces, sont clairement meilleurs aujourd'hui qu'au début de la guerre. Exactement. Les Ukrainiens, pareil. Exactement. Et alors ça, pour favoriser cette capacité-là, ce que vous indiquez, en gros, le maître mot pour vous, c'est la flexibilité. Ouais. C'est qu'il faut favoriser, on revient à la culture, mais une culture organisationnelle de flexibilité à tous les niveaux, parce que c'est ça qui permet d'intégrer ce stress de la guerre
et de le transformer en changement positif. Exactement. Et pour favoriser cette flexibilité, en réalité, il y a 2 dimensions. Il faut que l'organisation dispose d'un répertoire d'idées disponible. Pourquoi ? Parce que le premier choc de la guerre va forcément questionner la doctrine. Ça arrive tout le temps. On pensait que ça allait se passer comme ça se passe pas comme ça. Il faut changer. Et pour gagner du temps, c'est important de disposer d'un répertoire d'idées qui existe dans l'organisation pour se dire « Ah mais tiens, on avait déjà réfléchi à ça, peut-être qu'on va pouvoir le tester et que ça va marcher. » C'est à ça que servent notamment les incubateurs dans un coin, mais encore faut-il qu'ils ne restent pas totalement dans un coin et qu'il y ait quand même leurs idées un peu circulées, quoi. D'où l'importance d'un débat militaire qui soit réel, qui soit ouvert et qui soit sans risque de sanction pour ceux qui y participent. Mais quand je dis débat militaire, qui porte sur vraiment l'emploi de la force, pas juste la signification de ce qu'est être militaire aujourd'hui dans la société ou sur l'importance de l'éthique du commandement ou quoi que ce soit. Non, il faut un vrai débat militaire ouvert sur comment est-ce qu'on va employer la force. Pourquoi ? Parce que ça permet de générer ce répertoire d'idées dans lequel on va pouvoir piocher beaucoup plus rapidement une fois que le choc du réel aura forcé à une réévaluation de la doctrine. Le deuxième aspect, c'est l'existence de mécanismes de diffusion des bonnes pratiques au sein des armées. Parce que toute unité va s'adapter à un moment ou à un autre. La question, c'est s'assurer que les bonnes pratiques qui ont été identifiées par l'unité vont être transmises à leurs successeurs ou à leurs collègues qui sont à un autre point du front. Et ça, en réalité, c'est pas si simple à créer parce que ne serait-ce... Surtout, vous indiquez de manière contre-intuitive, il faut de la centralisation pour ça. On a souvent tendance à dire « Ah, c'est bien, les organisations décentralisées, elles sont résilientes, etc. etc. » On voit très bien que si c'est vraiment décentralisé, en fait, du coup, ça circule pas. Voilà. Parce qu'il faut un niveau de hiérarchie quand même pour identifier les bonnes pratiques et les réinfuser à tout le monde. Donc en fait, il faut quand même un niveau un peu d'autorité centrale pour que ces leçons-là circulent, quoi. Alors la décentralisation a la vertu de laisser l'unité maîtresse de l'identification de la bonne solution. Par contre, le problème vient, comment est-ce qu'une fois qu'on a identifié la bonne solution, comment est-ce qu'elle circule aux autres ? Et c'est là qu'il faut trouver ces échelons et ces mécanismes de diffusion de l'information, parce que l'unité laissée à elle-même n'a pas forcément d'incitation. Elle est dans le stress du combat, elle a besoin de planifier l'opération à jour plus 2, jour plus 3, de conduire l'opération en cours. Ils vont pas forcément appeler le régiment qui est à 200 km de là pour leur dire que leur truc a marché, quoi. Ni même la brigade, voire la division, voire le corps d'armée lui-même. Donc il faut qu'il y ait de manière organique un processus de circulation de l'information. Alors par exemple, un exemple dans la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis dans la guerre du Pacifique. Un certain nombre de commandants de sous-marins américains s'étaient rendus compte que leurs torpilles ne fonctionnaient pas ou ne se déclenchaient pas à proximité des bâtiments japonais, sauf que leurs observations restaient au niveau de l'unité. Ils en parlaient éventuellement entre eux, mais il n'y avait pas de mécanisme de centralisation. Et l'un des principaux aspects qui a conduit au changement de la guerre sous-marine, ça a été quand l'amiral, dont j'ai oublié le nom, mais dont l'état-major était en Australie, a en fait forcé ses commandants de sous-marins à rapporter systématiquement qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, à circuler auprès des uns des autres les bonnes pratiques. Et ça a donné 2 choses. Ça a conduit les commandants de sous-marins à se dire « Ok, c'est pas qu'un problème avec moi. Par contre, d'autres ont trouvé des solutions. » Et le fait d'avoir collecté toutes ces informations, ça lui a donné l'autorité pour se retourner vers l'état-major de la marine et dire « On a un problème avec nos torpilles, trouver une solution. » Donc trouver ces mécanismes de circulation et de diffusion de l'information, c'est extrêmement important au combat pour que l'organisation dans son ensemble monte en gamme. Et ce qui est fascinant, c'est que vous montrez aussi que c'est à ça que ça sert les réseaux informels dans les armées. C'est-à-dire souvent, c'est toujours présenté d'un côté négatif, c'est le copinage, eux ils sont potes de promo, et forcément, etc., etc. Mais en fait, ça fondamentalement, c'est des circuits d'information qui sont non hiérarchiques. C'est des circuits de circulation d'informations qui sont non hiérarchiques. Et en fait, ça sert beaucoup parce que la hiérarchie, ça marche jusqu'au moment où ça marche plus. Et donc, c'est bien d'avoir d'autres, quasiment des circuits redondants, quoi, qui permettent de s'assurer que les gens communiquent parce qu'ils sont potes. Ok, c'est vrai. Mais au moins, de cette communication, qui peut avoir d'autres effets négatifs pour les promotions, je ne sais pas quoi, mais ça peut avoir aussi tout à fait des effets positifs en donnant des alternatives aux voies hiérarchiquement prévues. Exactement. C'est
Vous avez la bonne formule, hein, ce sont des réseaux redondants. Un officier qui est face à une situation difficile va peut-être connaître quelqu'un à l'état-major qui est son camarade de promo avec qui il va pouvoir échanger. Cette personne de l'état-major connaît quelqu'un d'autre qui a identifié le même problème mais qui a déjà trouvé une solution, va pouvoir faire circuler l'information. Et effectivement, disposer de réseaux informels qui se superposent, se juxtaposent au réseau hiérarchique, formel, institutionnel, c'est un des leviers de résilience et c'est l'une des fonctions d'ailleurs par exemple des écoles de guerre qui servent à créer un réseau au niveau de toutes les armées. Des écoles d'état-major, de tous les stages qu'ils font, toutes les fois où il y a des officiers ou des sous-officiers qui vont faire une formation, une qualification, etc. C'est aussi un brassage et une chance qu'ils deviennent potes ou ennemis jurés, mais avec des gens qui ne croiseraient pas forcément dans la vraie vie. Et si ça se trouve, le jour J, ça servira à quoi ? Exactement. Et c'est d'une manière générale l'un des enjeux importants pour les organisations militaires, c'est la redondance. Là, on parle de redondance de réseau de circulation de l'information, que ce soit par la voie hiérarchique ou par la voie informelle, mais d'une manière générale, l'une des conditions d'efficacité militaire, c'est la redondance. On a besoin d'avoir des matériels qui vont avoir des effets similaires, parce que si l'un tombe en panne, on en a besoin d'un autre. On a besoin d'avoir des stocks, parce que éventuellement c'est redondant, mais voilà. La condition de l'efficacité militaire, c'est en partie la redondance. Et, c'est la redondance, donc là c'est la circulation, et ensuite c'est effectivement aussi à un niveau hiérarchique de l'institutionnalisation. Et alors ça c'est un concept que vous proposez, je pense. Enfin, je pense pas qu'il vienne d'ailleurs, mais c'est l'idée que voilà, il faut cette circulation d'informations et il faut devenir, je cite, des organisations apprenantes de combat. C'est-à-dire voilà, que cette épreuve du feu, d'abord on soit capable de l'encaisser parce qu'on est flexible, etc. Qu'on soit capable d'y réfléchir parce que l'information circule et que les idées circulent, et ensuite qu'on soit capable de valider en tout cas dont on pense que c'est la bonne solution, parce que voilà, et que la hiérarchie soit ouverte à ça, et que en ça l'organisation, l'armée en l'occurrence, progresse au fil du temps et au fil du feu, quoi. Effectivement, alors c'est vrai que organisation apprenante de combat, ça fait un peu vocabulaire éducation nationale, donc c'est peut-être pas un super terme. Moi, j'ai pas d'opposition à ça. Mais... Moi non plus, je suis d'une famille du CNAT, mais voilà, c'est peut-être pas un super terme. Ah, vous voulez dire c'est comme le référentiel bondissant. Voilà, ça fait un peu. Ça fait un peu vocabulaire UFM, moi je vois. Voilà, mais effectivement, cette idée que l'organisation doit être capable d'institutionnaliser les bonnes pratiques et les bonnes leçons. En général, ça vient par une combinaison de profils. Il faut souvent 3 types de profils qui travaillent ensemble. Il faut les innovateurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui identifient le problème et qui trouvent la solution technique. Il faut des managers. Ce sont souvent des gens qui en fait connaissent les circuits bureaucratiques, qui savent quel levier institutionnel activer à quel moment pour diffuser l'innovation qui a été identifiée. Et il faut souvent aussi des patrons qui sont en général des officiers plus gradés, souvent des officiers généraux, qui ont bien compris que la solution qui a été trouvée méritait d'être promue et qui vont du coup utiliser leur autorité et leur poids institutionnel pour protéger les 2 autres catégories, les innovateurs et des managers. Et cette combinaison de ces 3 profils, souvent, c'est ce qui permet à l'adaptation d'être diffusée et d'être circulée. Il faut de la chance. Et il faut de la chance, ouais. Il faut de la chance, et puis au-delà, oui, mais alors de toute façon il y aura toujours de la chance, mais donc l'idée c'est d'être prêt autant que possible. Et donc là il y a un truc en amont, donc il faut être prêt, il faut avoir des idées qui circulent, et en tout cas il faut avoir l'environnement propice à les faire circuler, et puis ensuite il faut avoir l'ouverture pour les adopter. Je ne vais pas vous demander un diagnostic définitif, mais vous avez l'impression qu'on y est dans les armées françaises, à ce débat d'idées, à cette stimulation intellectuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en est loin ? Je peux dire, vous avez un peu fait un petit nom de la tête quand j'ai posé la question. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait un débat militaire qui soit suffisant pour générer ce répertoire d'idées dont j'étais en train de parler. J'ai plus l'impression d'une forme au contraire de fermeture de l'institution vis-à-vis de l'extérieur, avec des angoisses assez importantes sur la militarité, sur le statut, qui nous sommes par rapport aux civils.
qui est en fait pas forcément productif, mais qui révèle plus des inquiétudes sur le sens de la mission et sur le sens de l'identité. Donc ça, c'est le premier point. Ça, on peut dire, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, François Lecointre, qui faisait beaucoup sur la spécificité militaire, l'idée que... C'est pas faux, hein, il y a une spécificité militaire, il n'y a pas de souci. La question, c'est sur quoi on veut insister. C'est intéressant parce que ce truc-là, c'est toujours un mouvement d'ouverture et de refermeture à toutes les échelles. L'institution est toujours pris en ces deux mouvements. On peut dire le même chef d'état-major des armées, François Lecointre, est aussi quelqu'un qui avait dit quelques années auparavant, il faut écrire, je veux des militaires qui écrivent, qui produisent, etc. Enfin, il avait quand même listé les sujets sur lesquels les militaires pouvaient écrire, et aucun d'entre eux n'était sur l'emploi de la force et sur les opérations. Hein. Donc ça avait quand même pas mal limité Non, mais sujets. ça avait été un mouvement, et on avait vu des militaires écrire de plus en plus à la suite. Alors que ce soit pas forcément aussi large qu'il aurait fallu, c'est une possibilité, mais en tout cas c'était un signe, et c'était un signe d'ouverture, imparfaite ou pas. Et là, on est peut-être plus dans une phase de refermeture. Moi, c'est en tout cas, travaillant sur les armées françaises depuis quand même pas mal de temps, c'est un peu le sentiment que j'ai en ce moment, une forme de fermeture sur un entre-soi qui est en réalité plus confortable et qui permet de se dire, nous, voilà, je parlais de captation de l'expertise légitime tout à l'heure, mais en fait, seuls des militaires peuvent parler des sujets militaires parce que c'est notre thème, qui pour moi est plus révélateur d'une inquiétude qu'autre chose. Mais c'est assez typique de... Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des militaires qui publient, et il y a des militaires qui publient des trucs excellents. Oui, tout à fait. Là, j'ai sous les yeux, parce qu'on est dans le studio, Le Vin grand-mère au XXIe siècle de Thibault Laverne et François-Olivier Cormand, qui était venu à ce micro. C'est un ouvrage absolument brillant et très puissant, etc. Donc, il y a de la réflexion stratégique, c'est pas un souci. La question, c'est quelle est son intensité, voilà. Et quel est comment ça diffuse dans les écoles, que ce soit à l'école, est-ce qu'on a l'équivalent de guerre, par exemple. Est-ce qu'on a l'équivalent des Russes, et avec leur revue, pensée militaire, etc. Non, la réponse est non, mais on n'a même pas l'équivalent des Américains ou des Britanniques. Donc pour moi, c'est là qu'il y a un point d'inquiétude, je dirais, sur la capacité de résilience des armées françaises. Juste là, ça renvoie aussi à un truc que vous indiquez dans le bouquin, qui est à quel point est-ce que c'est valorisé. C'est-à-dire, c'est super d'avoir des officiers qui passent et qui publient, etc., qui passent dans des think tanks, dans des incubateurs, etc. Encore faut-il que ce soit regardé avec un regard aimable et un peu positif de la part de l'institution, et que c'est pas 2, 3, 4 ans dans un truc qui sert à rien, alors qu'il pourrait commander un peloton de chars quelque part. Enfin, encore faut-il qu'il y ait je veux dire, c'est pas que dans la réception des productions quand elles arrivent, c'est aussi dans l'idée que c'est important d'avoir des gens qui publient et qui produisent. Oui, exactement. En fait, tout dépend de ce qui est valorisé par l'institution dans la promotion en termes de carrière. Ce qui est aujourd'hui très valorisé et qui est lié à la phase interventionniste des armées françaises, c'est l'expérience opérationnelle. Parce qu'on part du principe que quelqu'un qui a été un bon chef en opération est forcément capable de tout faire, et c'est le type de profils qui sont très clairement promus aujourd'hui au sein des armées, ce qui du coup crée une forme de biais de confirmation. Et des communicants aussi, qui sont aussi tout à fait promus, ce qui indique que les armées ont aussi un intérêt pour leurs images. Souvent une expérience opérationnelle aussi avant, expérience opérationnelle significative avant, mais qui du coup crée un biais de confirmation sur on a été promu parce qu'on était bon, donc du coup on cherche des profils similaires, mais crée aussi une uniformité en termes de réflexion et de pensée stratégique, mais qui pose, à mon avis, fondamentalement un problème structurel de sélection, notamment des officiers généraux, qui est qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a une très forte expérience opérationnelle qu'on est un bon stratège. Et pour moi, le meilleur contraste, c'est Eisenhower et MacArthur. MacArthur, qui avait une très grande expérience opérationnelle, y compris durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite qui n'a rien compris à la situation politique en Corée, au point qu'il a fallu le renvoyer. Mais avant même la Seconde Guerre mondiale, il avait participé à des interventions, il avait une vraie expérience opérationnelle. Eisenhower, qui est pour moi le plus grand chef militaire du XXe siècle,
parce qu'il a été capable de faire ce lien politico-stratégique avec des personnalités aussi compliquées que Churchill, De Gaulle, Truman, et au niveau militaire, Patton, Montgomery, enfin que des personnalités qui sont pas simples quand même. Il a réussi à les faire travailler ensemble, ce qui est une vraie performance, qui avait une expérience opérationnelle tout à fait nulle. Il avait, je pense, seulement commandé son régiment, jamais en opération. Et pour moi, c'est révélateur du fait que sélectionner uniquement sur les compétences opérationnelles, en fait, ça évacue un certain nombre de profils qui vont se révéler au moment de la guerre comme ayant des compétences stratégiques qui sont nécessaires aux armées. Et on peut renvoyer donc à la récente biographie publiée par Hélène Artard chez Talandier, dont on a fait une émission dans le fil de l'épée récemment avec André Loez. Merci beaucoup Olivier Schmitt. Merci. Je rappelais donc les références de cet ouvrage sorti il y a quelques semaines maintenant, Préparer la guerre, stratégie, innovation et puissance militaire à l'époque contemporaine, paru aux presses universitaires de France. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur là, si des officiers généraux veulent nous écrire pour sur ce qui vient d'être dit, pourquoi pas. Non, mais on est ouvert. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est du débat stratégique et organisationnel. Puis ça appelle des réponses. Ouais. Mais je peux me le permettre parce que j'ai pas de lien avec l'institution aussi. Donc j'ai pas de coût derrière. Au pire, je serai plus invité à Ballard, mais voilà. Bah oui, non, mais c'est important. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une discussion qui s'engage après ça sans aucun problème. Et c'est même tout à fait bienvenu. C'est aussi à ça que serve ce genre d'ouvrage. Et c'est à ça, j'espère que sert un peu le collimateur. Voilà, et puis les notes et commentaires, c'est apprécié aussi sur les outils d'Apple Podcasts ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.